Cette jeune mendiante a trouvé un homme essayant de se jeter d'une falaise. Comme elle était une enfant bonne, elle a essayé de le sauver, mais l'homme, qui était un millionnaire, tira son bras et fit quelque chose d'incroyable. Racontez-moi votre week-end et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Le soleil matinal inondait les immenses baies vitrées du bureau situé au sommet de l'immeuble le plus haut de Paris. Constant de Nogaret ajusta sa cravate de soie italienne devant le miroir en cristal, observant la ville qui s'étendait à ses pieds. À 42 ans, il était la personnification de la réussite, héritier du plus grand empire immobilier du pays, détenteur d'une fortune que peu de Français pouvaient même imaginer. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Martine, sa secrétaire, avec une voix tremblante. « Monsieur de Nogaret, il s'est passé quelque chose. L'hélicoptère de votre père. » Le monde s'arrêta. Les mots suivants arrivèrent comme des coups. Accident. Forêt de Rambouillet. Aucun survivant. Constant laissa tomber son téléphone. Ses jambes fléchirent et il dut s'appuyer sur le bureau en marbre pour ne pas s'effondrer. Henri de Nogaret, son père, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, était mort. Les jours qui suivirent furent un brouillard de visages, de condoléances vides et de manchettes sensationnalistes. Constant eut à peine le temps de digérer la perte quand la première bombe explosa. Un audit révéla de graves irrégularités dans les comptes de l'entreprise. « Ce n'est pas possible », répétait-il en fouillant dans les documents du bureau de son père. « Il doit y avoir une erreur. » Mais il n'y avait pas d'erreur. À chaque dossier ouvert, à chaque fichier examiné, l'horreur augmentait. Son père, le grand Henri de Nogaret, avait bâti un château de cartes. Emprunts irréguliers, documents falsifiés, pots de vin, tout remontait à la surface maintenant. Monsieur de Nogaret, l'avocat de la famille, parla d'une voix grave. « La situation est plus sérieuse que nous ne le pensions. Votre père, il devait de l'argent à des gens très dangereux. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les associés, qui quelques jours auparavant souriaient et flattaient, détournaient maintenant le regard. Les amis ne répondaient plus à ses appels. Les portes commencèrent à se fermer. En moins d'une semaine, les créanciers tombèrent sur lui comme des vautours. Ses comptes furent bloqués, ses biens confisqués. L'hôtel particulier dans le 16e arrondissement, où il avait grandi, fut scellé. L'appartement terrasse, saisi. « Tu dois comprendre, » dit François, son meilleur ami depuis la fac. « Je ne peux pas m'impliquer là-dedans. J'ai une famille, j'ai une réputation à préserver. » Constant assista, impuissant, à l'effondrement de sa vie. L'empire que son père avait bâti pendant 40 ans se défaisait comme un château de sable emporté par la marée. Par un matin particulièrement froid de juin, il se retrouva seul dans la chambre d'hôtel Bon Marché où il était logé, le dernier endroit qui acceptait encore sa carte de crédit. Le miroir montrait un homme qu'il ne reconnaissait pas. Yeux creux, barbe de plusieurs jours, vêtements froissés. Sur la table, des manchettes de journaux clamaient sa disgrâce. L'empire Nogaret s'effondre dans un scandale. L'héritier risque un procès pour fraude. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'étaient des créanciers, des avocats, des journalistes assoiffés de sang. C'est alors qu'il trouva au fond d'un tiroir une vieille photo. Sur celle-ci, son père souriait, jeune et confiant, avec Constant enfant sur ses épaules. L'image le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Quelle fierté son père ressentirait-il maintenant en voyant tout détruit? La solitude l'étouffait. Le poids de la honte, de l'échec, de la trahison, c'était trop à supporter. Dans sa poche, il trouva les clés de la dernière voiture qu'il possédait encore, une Volvo noire garée dans le parking de l'hôtel. Les mains tremblantes, il prit un papier et un stylo. Il commença à écrire une lettre, mais les mots ne venaient pas. Que pouvait-il dire? Comment expliquer que le grand Constant de Nogaret, le prince des affaires immobilières, était devenu un raté? Il remit les clés dans sa poche et quitta la chambre sans regarder en arrière. Il connaissait un endroit, une falaise, dans les environs de Paris, où il avait l'habitude d'aller avec son père quand il était petit. Il serait approprié que tout se termine là.
Le soleil commençait à se coucher lorsqu'il gara la voiture sur le chemin de terre. Le vent froid lui coupait le visage tandis qu'il marchait jusqu'au bord du précipice. En bas, la ville s'étendait, indifférente à son drame, à ses douleurs, à sa décision finale. Il fit un pas en avant, sentant le vide l'appeler. Encore un pas et tout serait fini. La honte, la douleur, l'échec. Il ferma les yeux, prêt à faire le dernier pas, quand il sentit quelque chose tirer légèrement sur son veston. Constant sentit la douce traction sur son veston et se figea. Pendant un instant insensé, il pensa que c'était son père, venant de l'au-delà pour l'empêcher. Mais quand il se retourna, il aperçut une petite fille, pas plus de 4 ans, le regardant avec de grands yeux effrayés. Ses vêtements étaient sales et déchirés, ses cheveux noirs emmêlés, retenus par une queue de cheval mal faite. À ses pieds, de vieilles tongs usées, trop grandes pour sa taille. Elle tenait son veston d'une main tandis que l'autre serrait contre sa poitrine un morceau de carton plié. « Monsieur, dit-elle d'une voix tremblante, ne sautez pas !» Constant sentit une vague de colère. Même à cet instant, dans son dernier acte, le monde se moquait de lui. Une mendiante, une enfant de la rue, osait interférer dans sa décision. « Va-t'en !» cria-t-il, sa voix se brisant. « Dégage !» Mais la petite fille ne bougea pas. Au contraire, elle serra encore plus fort le tissu coûteux de son veston, ses petites mains sales laissant des marques sur la soie italienne. « S'il vous plaît !» insista-t-elle. Et il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange d'innocence et de sagesse ancienne qui le déconcerta. « Ma maman dit qu'on ne doit jamais abandonner. » Constant rit, un son amer et brisé. « Ta maman? Et où est-elle? Elle t'a laissé ici toute seule, n'est-ce pas? Quel genre de mère fait ça ?» La petite fille baissa les yeux un instant, mais ne lâcha pas son veston. « Elle travaille toujours, pour qu'on puisse manger. » Les mots le frappèrent comme une gifle. Qui était-il pour juger? Il y a une semaine, il vivait dans un appartement de luxe, et maintenant il était là, sur le point de se jeter d'une falaise, sermonné par une enfant des rues. La colère revint, plus forte maintenant, mêlée au désespoir. « Tu ne comprends rien, » cria-t-il. « Tu ne sais pas qui je suis, ce que j'ai perdu. J'avais tout, et maintenant je n'ai plus rien. » Dans une impulsion de folie, il attrapa le bras de la petite fille. S'il allait tout finir, autant que ce soit d'un coup, que le monde voie de quoi il était capable, qu'il ressente un peu de sa douleur. Il la tira vers le précipice, la sentant, résister et crier. Le son de ses pleurs fendait l'air de l'après-midi, se mêlant au vent froid. Pendant un moment, il se vit reflété dans ses yeux effrayés, et ce qu'il vit l'horrifia. Mais il était trop tard. Son pied glissa sur le bord de la falaise et le monde tourna. La petite fille cria plus fort, réussissant à se dégager de son emprise au dernier moment. Constant sentit le vide en dessous de lui, l'air s'échappant de ses poumons. La chute parut durer une éternité. Il vit sa vie défiler devant ses yeux, les fêtes, les affaires, son père souriant, tout tournant dans un kaléidoscope de souvenirs. Puis vint l'impact. Son corps heurta quelque chose, de dur, et une douleur lancinante explosa dans son dos. Ce n'était pas le sol, réalisa-t-il à travers le brouillard de douleur. Il était tombé sur un rebord de la roche, quelques mètres en dessous du sommet. Il essaya de bouger et cria de douleur. Son bras droit était dans un angle étrange, probablement cassé. Il pouvait sentir le goût métallique du sang dans sa bouche. Au-dessus de lui, il entendit la voix de la petite fille, criant « Monsieur, monsieur, vous êtes vivant !» Il voulait répondre, dire que oui, qu'il était vivant, mais les mots ne sortaient pas. La douleur était trop intense et l'obscurité commençait à brouiller sa vision. Les cris de la petite fille s'éloignaient. « Je vais chercher de l'aide. Ne mourrez pas, monsieur. S'il vous plaît, ne mourrez pas. » Constant flottait entre la conscience et l'inconscience, des pensées déconnectées traversant son esprit fébrile. Il vit son père, souriant dans son hélicoptère. Il vit les créanciers, les avocats, les manchettes dans les journaux, et il vit les yeux de la petite fille, ses grands yeux effrayés, qui pendant un moment avaient reflété toute l'horreur dans laquelle il s'était transformé. Le temps perdit son sens. Il aurait pu s'écouler 1 heure ou une journée entière, il ne saurait pas dire.
La douleur allait et venait par vagues, et avec elle, des éclairs de lucidité. Dans un de ces moments, il entendit des voix s'approcher. Des voix rudes, inconnues, parlant en un français familier qu'il comprenait à peine. « Il est là, tonton, c'est lui !» reconnut la voix de la petite fille. Il sentit des mains rugueuses le toucher, des voix discutant de ce qu'il fallait faire. Quelqu'un mentionna d'appeler une ambulance, mais une autre voix ne fut pas d'accord. C'était trop loin, trop cher. « On l'emmène là-bas, à la cité », décida quelqu'un. « Madame Fatima, elle sait soigner ces choses-là. » Constant voulut protester, dire que non, qu'ils appellent une ambulance, qu'ils pouvaient payer, mais alors il se rappela qu'il ne pouvait pas. Il n'avait plus rien. Il était un moins que rien. Il sentit son corps être soulevé, la douleur explosant à nouveau, et alors l'obscurité l'engloutit complètement. Quand il revint à lui, il était allongé sur quelque chose de dur, un lit de fortune peut-être. L'air était lourd, avec une odeur de moisi et de nourriture. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais la lumière faible d'une ampoule nue le fit les refermer aussitôt. « Il s'est réveillé, maman !» entendit la voix de la petite fille. « Le monsieur s'est réveillé !» Des pas s'approchèrent, et une voix de femme, fatiguée mais douce, dit « Calme-toi, Leïla, laisse-le se reposer. » Leïla. Alors c'était son nom. La petite fille qu'il avait essayé d'entraîner avec lui dans la mort. La pensée le fit se sentir nauséeux. « Où suis-je » réussit-il à murmurer. « Tu es en sécurité » répondit la voix de la femme. « Je m'appelle Fatima. Tu es chez moi. » Constant essaya à nouveau d'ouvrir les yeux. Peu à peu, sa vision s'éclaircit et il put voir où il était. C'était une pièce petite, très petite, avec des murs en parpaings apparents et un toit en plaques de fibrociment. Le lit où il était allongé était en réalité un vieux matelas posé à même le sol. La femme, Fatima, était assise sur un tabouret à ses côtés. Son visage était marqué par le soleil et la fatigue, mais ses yeux étaient doux. Leïla était juste derrière elle, les mêmes grands yeux brillants maintenant de curiosité. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Fatima sourit, un sourire triste et connaisseur. « Parce que c'est ce qu'on fait. On aide ceux qui en ont besoin. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Lui, qui avait grandi dans les cercles les plus riches de la société, qui avait appris dès son plus jeune âge que chaque faveur avait son prix, ne pouvait pas comprendre cette simplicité. Il essaya de se lever, mais la douleur le fit gémir. « Je ne peux pas rester ici, » dit-il entre ses dents. « Je dois partir. »« Partir où ?» demanda Fatima doucement. La question le réduisit au silence. Où irait-il? Il n'avait plus de maison, plus d'argent, plus rien. Il ferma les yeux, sentant le poids de sa réalité s'abattre sur lui comme une avalanche. « Repose-toi, » dit Fatima en se levant. « Demain, on en reparlera. » Elle prit Leïla par la main et commença à s'éloigner, mais la petite fille résista. « Maman, il va guérir ?»« Oui, ma chérie. Maintenant, laissons-le se reposer. » Constant entendit les pas s'éloigner, puis le silence. Dans l'obscurité de cette baraque inconnue, il sentit les larmes commencer à couler. Larmes de douleur, de honte, de gratitude, il ne savait pas dire. L'aube arriva avec le bruit des coqs chantant et des enfants criant au loin. Constant se réveilla en sentant chaque muscle de son corps le faire souffrir. Le matelas fin sur le sol faisait protester son dos, et son bras cassé lançait sous le bandage improvisé. Il regarda autour de lui, observant mieux l'endroit où il était. La lumière du jour entrait par des fentes dans les tuiles, illuminant la précarité de la baraque. Les murs n'étaient pas enduits, le sol était en ciment brut, plein de fissures. Dans un coin, il y avait un petit évier avec des assiettes empilées et une vieille cuisinière à 2 feux. De l'autre côté, un rideau déchiré séparait ce qui semblait être la zone de couchage. L'odeur de café envahit l'atmosphère et Fatima apparut portant une tasse en aluminium cabossé. Elle portait un uniforme bleu délavé, les cheveux attachés en un chignon mal fait. « Je dois aller travailler, » dit-elle en posant la tasse à côté de lui. « Leïla va rester ici avec toi. Il y a du café et du pain dans la cuisine. Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffit pour passer la matinée. » Constant regarda la tasse avec dégoût. Le café était clair,
servi sans sucre. Autrefois, il n'aurait même pas donné ça à ses employés. « Je n'ai pas besoin de charité », murmura-t-il en essayant de se lever. La douleur le fit suffoquer. Fatima l'observa avec un mélange de pitié et d'irritation. « Ce n'est pas de la charité, monsieur, c'est de l'humanité. Mais si tu veux partir, la porte est là. » Il regarda la porte, une planche mal ajustée avec une serrure improvisée. Au-delà, il pouvait voir d'autres constructions similaires, un labyrinthe de baraques qui s'étendait sur la colline. « Où suis-je » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Dans la cité des Lilas » répondit Fatima. « Ce n'est pas un palace, mais c'est chez nous. » Une cité. Lui, Constant de Nogaret, était dans une cité. L'absurdité de la situation faillit le faire rire. Combien de fois n'avait-il pas négocié le déplacement de communautés comme celle-là pour construire ses projets de luxe? Leïla apparut à la porte, déjà vêtue d'une robe simple, portant son inséparable morceau de carton. « Maman, je peux lui montrer le chaton qui est né chez Madame Dubois ?»« Il a besoin de se reposer, ma chérie. Et n'oublie pas de manger avant, que le pain ne durcisse. » Fatima ajusta son sac usé sur son épaule. « Je reviens ce soir, s'il te plaît, ne le laisse pas faire de bêtises. » Après le départ de Fatima, un silence inconfortable s'installa. Leïla s'assit par terre, près de lui, l'observant avec une curiosité enfantine. « Ça fait très mal ?» demanda-t-elle en pointant son bras. « Oui », répondit-il sèchement, espérant qu'elle comprendrait l'allusion et le laisserait tranquille. Mais Leïla resta là, balançant ses jambes nues. « Quand je me suis blessé au genou, ça faisait très mal aussi. Mais après maman a fait un bisou et ça a guéri. » Constant ferma les yeux, essayant d'ignorer l'enfant. La chaleur commençait déjà à devenir insupportable sous les plaques de fibrociment. Son estomac gargouillait, mais son orgueil l'empêchait de toucher au café et au pain offert. Les heures s'éternisaient. Leïla bavardait sans cesse, racontant des histoires sur les voisins, sur le chat de Madame Dubois, sur l'école qu'elle fréquentait quand sa mère avait de l'argent pour le matériel. Il essayait de ne pas écouter, mais c'était impossible. « Pourquoi tu voulais sauter ?» demanda-t-elle soudainement. La question le prit au dépourvu. « Tu ne comprendrais pas. Pourquoi pas? Parce que tu n'es qu'une enfant. Mais je sais plein de choses, » protesta-t-elle. « Je sais faire le café pour maman, je sais laver le linge, je sais m'occuper de la maison quand elle travaille tard. » Constant sentit une pointe de quelque chose qu'il ne sut identifier. Une petite fille de 4 ans ne devrait pas savoir faire ces choses. La journée avançait et la chaleur devenait de plus en plus étouffante. Son corps le faisait souffrir, sa gorge était sèche et l'odeur de nourriture venant des baraques voisines le torturait. Finalement, vaincu par la faim, il étendit son bon bras pour prendre le pain. Il était dur comme pierre. Leïla, qui l'observait, courut à la cuisine et revint avec un verre d'eau. « Il faut le mouiller un peu », expliqua-t-elle. Après, il est plus mou. Il regarda le pain trempé dans ses mains, nourriture de pauvres, nourriture de gens misérables. Mais il avait tellement faim qu'il n'eut pas le choix. L'après-midi apporta avec lui de nouveaux sons et de nouvelles odeurs. Musique forte venant de quelques baraques, enfants jouant dans la rue, l'arôme de haricots mijotant. Leïla restait près de lui, sortant parfois pour jouer avec d'autres enfants, mais revenant toujours pour vérifier s'il allait bien. « Tu veux voir mon trésor ?» demanda-t-elle à un moment donné, montrant le morceau de carton qu'elle portait. Avant qu'il ne puisse répondre, elle ouvrit le carton révélant un dessin mal fait. 3 figures en bâton, une plus grande et 2 plus petites, toutes souriant sous un soleil jaune. « C'est ma famille, » expliqua-t-elle. « Ça c'est maman, ça c'est moi, et ça c'est papa. »« Ton père ?» demanda-t-il, remarquant que la figure masculine était barrée d'une croix. « Il est parti, » dit Leïla simplement. « Maman dit qu'il avait besoin de trouver son chemin. Comme toi, tu cherchais le tien sur la falaise. » Les mots le frappèrent avec une force inattendue. Comment cet enfant, dans son innocence, parvenait-elle à voir à travers lui avec autant de clarté? Le soleil se couchait déjà quand Fatima revint portant un sac de supermarché. Elle paraissait encore plus fatiguée que le matin.
J'ai réussi à récupérer des restes du restaurant, dit-elle, sortant quelques barquettes du sac. Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffira pour le dîner. L'odeur de nourriture fit gargouiller violemment l'estomac de Constant. Fatima sépara 3 barquettes, mais quand il les ouvrit, il vit qu'il ne s'agissait que de restes, riz collant, haricots réchauffés, morceaux de viande que personne n'avait voulu. « Mange, monsieur, dit Leïla, déjà attablée avec sa petite portion. La cuisine de maman, c'est la meilleure du monde. » Il regarda l'assiette en plastique dans ses mains, cette nourriture qu'autrefois il n'aurait même pas donnée à ses chiens. Mais quand il goûta la première bouchée, il réalisa qu'il pleurait. Ce n'était pas des larmes de tristesse ou d'apitoiement, c'était quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Peut-être était-ce la gentillesse inattendue de ces 2 personnes, qui, ayant si peu, partageaient encore ce qu'elles avaient. Après le dîner, Fatima improvisa un bain pour lui, faisant chauffer de l'eau dans des casseroles, car il n'y avait pas de douche. Avec difficulté à cause de son bras cassé, il se lava derrière le rideau déchiré, se sentant exposé et vulnérable. La nuit arriva apportant un froid glacial. Il n'y avait pas de couverture supplémentaire. Alors Fatima lui donna un vieux manteau. Leïla insista pour raconter une histoire avant de dormir. Quelque chose à propos d'une princesse qui vivait dans un château en carton. Allongée sur le matelas dur, écoutant les sons de la cité, musique lointaine, aboiement de chiens, voix forte, Constant réalisa qu'il était piégé là. Il n'avait pas d'argent, pas de papier, pas où aller. Pour la première fois de sa vie, il était complètement dépendant de la bonté d'étrangers, et cela l'effrayait plus que tout. Les jours dans la cité s'éternisaient avec une lenteur torturante. Constant sentait chaque heure peser comme du plomb sur ses épaules. Chaque minute était un exercice d'humiliation. La baraque minuscule, qui pouvait à peine être appelée une maison, devint sa prison. La chaleur étouffante pendant la journée, le froid glacial la nuit, le bruit constant des voisins, tout conspirait à lui rappeler sa chute. Un matin particulièrement chaud, alors qu'il regardait Fatima préparer le café clair habituel, sa frustration explosa. « Je n'en peux plus de cette vie !» cria-t-il, renversant la tasse en aluminium. Le café se répandit sur le sol en ciment. « Je ne peux pas continuer à vivre ici comme un pauvre !» compléta Fatima, sa voix calme, mais ferme, comme des gens qui n'ont rien. Leïla, qui jouait dans un coin avec son morceau de carton, se recroquevilla effrayée par le cri. Ses grands yeux se remplirent de larmes. « Excusez-le, maman, » murmura-t-elle. « Il est encore malade. » L'innocence de la petite fille ne fit qu'augmenter sa colère. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je suis Constant de Nogaret. J'avais tout. Des entreprises, des hôtels particuliers, des voitures de luxe. J'étais quelqu'un. » Fatima nettoyait, le café renversé avec un vieux chiffon, son visage un masque de patience. « Et maintenant, tu n'es plus personne. C'est ça. Vous ne comprenez pas, » continua-t-il, la voix tremblante. « Je dînais dans des restaurants de luxe, je voyageais en première classe, j'avais des employés pour tout. Et maintenant, je dois manger des restes, dormir par terre, porter de vieux vêtements. Oui, ça doit être difficile, » répondit Fatima, toujours en train de nettoyer. Plus difficile qu'élever une fille seule. Travailler 16 heures par jour et devoir choisir entre acheter de la nourriture ou des fournitures scolaires. Le sarcasme dans sa voix le frappa comme une gifle. Mais il était trop plongé dans sa propre misère pour s'en soucier. « Je vais partir d'ici !» déclara-t-il en essayant de se lever. Son bras cassé protesta et il gémit de douleur. « Et tu vas aller où ?» demanda Fatima, perdant finalement patience. « Dans la rue ou tu vas retourner dans ton monde de luxe, celui-là même qui t'a conduit à vouloir te tuer. » Les mots le réduisirent au silence. Leïla s'approcha de lui doucement, comme un chaton effrayé. « Ne pars pas, monsieur, » demanda-t-elle, sa voix petite. « On peut partager mon dessin avec un toit. » Le geste innocent de la petite fille, offrant son trésor, un simple morceau de carton avec des gribouillis, fut trop pour lui.
Des larmes de rage et de honte commencèrent à couler sur son visage. Fatima soupira, prenant son sac usé. « Je dois aller travailler. Leïla, occupe-toi de lui. Et toi ?» Elle se tourna vers Constant. « Si tu veux vraiment partir, la porte est là. Mais réfléchis bien à ce que tu vas faire cette fois. » Après le départ de Fatima, le silence pesa dans la baraque. Leïla restait près de lui, silencieuse, dessinant avec un morceau de charbon sur son carton. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il finalement, plus pour rompre le silence que par intérêt réel. « Je te dessine, » répondit-elle sans lever les yeux. « Mais c'est difficile parce que tu es toujours triste. » La simplicité de l'observation le désarma. Il regarda autour de la baraque, observant vraiment pour la première fois. Il remarqua les petits détails, les rideaux rapiécés que Fatima avait cousus à la main, les fleurs en papier que Leïla avait faites pour décorer le mur, l'autel, improvisé avec une image de la Vierge Marie. C'était peu, très peu, mais c'était un foyer. Ces deux personnes, ayant si peu, avaient créé un espace de dignité au milieu de la misère. La journée s'éternisa. La chaleur était étouffante sous les plaques de fibrociment. Leïla sortit plusieurs fois pour jouer avec d'autres enfants, revenant toujours pour vérifier s'il allait bien. Elle apporta de l'eau quand elle le vit avoir soif, essaya de le distraire avec des histoires inventées, proposa de partager le pain dur qui était son goûter. Dans l'après-midi, une voisine cria de l'extérieur. « Leïla, ta mère a envoyé dire qu'elle rentrerait tard aujourd'hui. Elle a pris des heures supplémentaires au restaurant. » L'estomac de Constant se contracta. Il ne restait rien du petit déjeuner, et la perspective de passer la nuit avec la faim au ventre l'effraya. Pour la première fois, il comprit ce que signifiait vraiment ne pas avoir de quoi manger. Leïla sembla lire dans ses pensées. « Ne sois pas triste, monsieur. On peut aller chez Madame Dubois. Parfois, elle nous donne de la nourriture quand maman travaille tard. Demander de la nourriture, s'étrangla-t-il, comme une aumône ? Ce n'est pas une aumône, expliqua Leïla avec la sagesse de ses 4 ans. C'est de l'aide, tout le monde sait d'ici. Quand Madame Dubois est malade, maman lui fait de la soupe. Quand le fils de Monsieur Jean s'est cassé la jambe, tout le monde a participé pour l'hôpital. » Constant sentit son visage brûler de honte. Dans son monde, chaque faveur avait un prix, chaque gentillesse était une monnaie d'échange. Ici, dans l'endroit le plus improbable, il trouvait une solidarité qu'il n'avait jamais connue. La nuit arriva, apportant avec elle une forte pluie. Le toit avait des fuites, et bientôt des seaux et des casseroles furent éparpillés sur le sol pour recueillir l'eau. Leïla s'occupa de les déplacer au fur et à mesure que les gouttes changeaient de direction, comme si c'était un jeu. L'estomac des deux grondait, mais Leïla ne se plaignit pas. Elle s'assit à côté de lui sur le matelas et commença à chanter doucement une chanson qu'elle devait avoir apprise à l'école. « Quand je serai grande, dit-elle soudainement, je veux être maîtresse. Comme ça, je pourrai apprendre à tout le monde à lire et à écrire, comme Madame Claire m'a appris. » Constant la regarda surpris. « Tu sais déjà lire ?»« Un peu, » répondit-elle fièrement. « Maman économise pour que j'aille à l'école quand elle peut. Tu veux voir ?» Elle prit un papier froissé dans sa boîte à trésors, une vieille boîte à biscuits, et commença à épeler avec difficulté. C'était un billet simple, probablement écrit par sa maîtresse, louant ses efforts à l'école. La pluie continuait de tomber, et le froid commençait à se faire sentir. Leïla se recroquevilla à côté de lui, cherchant de la chaleur. Sans réfléchir, il passa son bon bras autour d'elle. « Raconte une histoire » demanda-t-elle, ses yeux déjà lourds de sommeil. « Je ne sais pas raconter d'histoire. »« Tout le monde sait, » insista-t-elle. « Il suffit de parler avec le cœur. » Constant déglutit difficilement. Que pouvait dire son cœur? Quelles histoires pouvait-il raconter qui ne soient pas de cupidité, d'orgueil et de désespoir? Mais, en regardant cet enfant qui, même sans rien avoir, rêvait encore d'être maîtresse, quelque chose en lui bougea. « Il était une fois, » commença-t-il hésitant, « un homme très riche. »« Comme toi tu étais, » interrompit Leïla. « Oui, comme je l'étais. Mais il ne savait pas qu'être riche, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. » Leïla s'endormit avant la fin de l'histoire, sa respiration douce contre sa poitrine.
Constant resta éveillé, écoutant la pluie et pensant à toutes les fois où il s'était plaint de la climatisation de son appartement, aux fois où il avait gaspillé de la nourriture, aux fois où il avait humilié des gens qu'il percevait, maintenant comme étant bien plus riche qu'il ne l'avait jamais été. Quand Fatima arriva, trempée et épuisée, elle les trouva ainsi, Leïla dormant paisiblement, protégée par le bras de l'homme qui, quelques jours auparavant, avait tenté de mettre fin à sa propre vie. « Elle n'a pas dîné, dit-il à voix basse. « Il y a des jours comme ça, répondit Fatima en enlevant son uniforme mouillé. Mais demain, il y aura de nouveau de la nourriture sur la table. On trouve toujours une solution. » Constant sentit les larmes revenir. Mais cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient pas de rage ou d'apitoiement. Elles étaient de honte. Honte de sa faiblesse, de son orgueil, de son aveuglement. « Je suis désolé, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Fatima, pour ce matin, pour tout. » Fatima se contenta de sourire, ce sourire fatigué mais doux qu'il commençait à bien connaître. « Dors, Constant, dit-elle, demain est un autre jour. » L'atout commença un lundi matin. Au début, ce n'était qu'une petite gêne. Fatima se raclait la gorge de temps en temps en préparant le café. Mais au fil des jours, cela s'aggrava. Bientôt, elle toussait constamment. Un son sec et profond qui semblait venir du fond de sa poitrine. Constant remarqua qu'elle était plus lente, plus fatiguée. Ses mains tremblaient en faisant la vaisselle et parfois elle devait s'appuyer contre le mur pour reprendre son souffle. Mais Fatima continua à travailler, sortant de la maison avant le lever du soleil et revenant tard dans la nuit. « Maman, tu es malade ?» demanda Leïla un soir, quand Fatima eut une crise de toux particulièrement forte. « C'est juste une grippe. »« Ma chérie, » répondit Fatima, forçant un sourire. « Ça va passer. » Mais ça ne passa pas. Chaque jour, Fatima semblait plus faible. Ses vêtements, déjà amples, commencèrent à être encore plus lâches. De profondes cernes se formèrent sous ses yeux et sa peau prit une teinte grisâtre qui faisait peur. Un matin, elle ne parvint pas à se lever pour aller travailler. Son corps tremblait de fièvre et la toux la secouait avec une telle force qu'elle parvenait à peine à respirer. « Tu dois aller chez le médecin », insista Constant, son bras déjà presque guéri lui permettant de l'aider à s'asseoir. « Je ne peux pas », répondit-elle entre deux quintes de toux. « Si je manque le travail, je perds mon emploi, et la sécurité sociale ne reçoit que sur rendez-vous. » Leïla était debout à la porte de la chambre, ses grands yeux remplis de peur. « Monsieur guérit, maman ?» demanda-t-elle, sa petite voix tremblant. Le désespoir de la petite fille le frappa comme un coup de poing. Il se souvint de sa propre mère, morte quand il était encore enfant. La sensation d'impuissance, de voir quelqu'un qu'on aime souffrir et de ne rien pouvoir faire, était dévastatrice. « Je vais faire quelque chose, » promit-il, plus à Leïla qu'à lui-même. Mais que pouvait-il faire? Il n'avait pas d'argent, pas d'influence, plus rien. Son nom, autrefois une clé qui ouvrait toutes les portes, ne valait plus rien. Dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava considérablement. Fatima parvenait à peine à se lever du lit. La fièvre ne baissait pas, et la toux était devenue si violente qu'elle crachait parfois du sang. Constant assuma comme il pouvait les tâches ménagères. Il faisait la vaisselle, essayait de cuisiner le peu qu'il avait, s'occupait de Leïla. Mais l'argent s'épuisait. Sans Fatima travaillant, il n'y avait pas de revenus. Un soir, après que Leïla se fut enfin endormie, il entendit Fatima pleurer doucement. Il s'approcha du rideau qui séparait leur espace. « Fatima » appela-t-il doucement. « Je suis désolé » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Je suis désolé d'être un fardeau. »« Ne dis pas ça, » répondit-il, sentant un nœud dans sa gorge. « Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as donné un toit, de la nourriture. Tu t'es occupé de moi. Et maintenant, je vous laisse mourir de faim. » Elle toussa violemment. « Leïla, ma petite, qu'est-ce qu'elle va devenir si... » « Non !» interrompit Constant avec force. « Ne parle pas comme ça. Tu vas aller mieux. » Mais même lui n'y croyait plus. Il pouvait voir que Fatima était en train de mourir, de dépérir un peu plus chaque jour.
Et il était là, impuissant, à regarder cela se produire. C'est alors qu'il se souvint de la montre. Le dernier vestige de sa vie antérieure, une Rolex en or, que son père lui avait offerte pour son 30e anniversaire. Il l'avait cachée au fond de son veston déchiré, incapable de se séparer de ce dernier souvenir de ce qu'il avait été autrefois. Le lendemain matin, pendant que Leïla jouait avec les enfants du voisinage, il sortit à la recherche d'un prêteur sur gage. Il en trouva un dans le centre-ville, un établissement petit et sale. L'homme derrière le comptoir examina la montre avec des yeux avides. « C'est une originale », murmura-t-il, tournant la pièce dans ses mains. « Combien ?» demanda Constant, son cœur battant fort. L'homme fit un sourire tordu. « 500 €. »« 500 ?» s'étrangla Constant. « Ça vaut au moins 30 000. »« Oui, mais qui me garantit que ce n'est pas volé ?» Leïla s'endormit avant la fin de l'histoire, sa respiration douce contre sa poitrine. Constant resta éveillé, écoutant la pluie et pensant à toutes les fois où il s'était plaint de la climatisation de son appartement, aux fois où il avait gaspillé de la nourriture, aux fois où il avait humilié des gens qu'il percevait, maintenant comme étant bien plus riche qu'il ne l'avait jamais été. Quand Fatima arriva, trempée et épuisée, elle les trouva ainsi. Leïla dormant paisiblement, protégée par le bras de l'homme qui, quelques jours auparavant, avait tenté de mettre fin à sa propre vie. « Elle n'a pas dîné, dit-il à voix basse. « Il y a des jours comme ça, répondit Fatima en enlevant son uniforme mouillé. Mais demain, il y aura de nouveau de la nourriture sur la table. On trouve toujours une solution. » Constant sentit les larmes revenir, mais, cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient pas de rage ou d'apitoiement. Elles étaient de honte, honte de sa faiblesse, de son orgueil, de son aveuglement. « Je suis désolé, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Fatima. Pour ce matin, pour tout. » Fatima se contenta de sourire, ce sourire fatigué mais doux qu'il commençait à bien connaître. « Dors, Constant, dit-elle. Demain est un autre jour. » L'atout commença un lundi matin. Au début, ce n'était qu'une petite gêne. Fatima se raclait la gorge de temps en temps en préparant le café. Mais au fil des jours, cela s'aggrava. Bientôt, elle toussait constamment, un son sec et profond qui semblait venir du fond de sa poitrine. Constant remarqua qu'elle était plus lente, plus fatiguée. Ses mains tremblaient en faisant la vaisselle et parfois elle devait s'appuyer contre le mur pour reprendre son souffle. Mais Fatima continua à travailler, sortant de la maison avant le lever du soleil et revenant tard dans la nuit. « Maman, tu es malade ?» demanda Leïla un soir, quand Fatima eut une crise de toux particulièrement forte. « C'est juste une grippe, ma chérie, » répondit Fatima, forçant un sourire. « Ça va passer. » Mais ça ne passa pas. Chaque jour, Fatima semblait plus faible. Ses vêtements, déjà amples, commencèrent à être encore plus lâches. De profondes cernes se formèrent sous ses yeux, et sa peau prit une teinte grisâtre qui faisait peur. Un matin, elle ne parvint pas à se lever pour aller travailler. Son corps tremblait de fièvre et la toux la secouait avec une telle force qu'elle parvenait à peine à respirer. « Tu dois aller chez le médecin », insista Constant, son bras déjà presque guéri, lui permettant de l'aider à s'asseoir. « Je ne peux pas », répondit-elle entre deux quintes de toux. « Si je manque le travail, je perds mon emploi, et la sécurité sociale ne reçoit que sur rendez-vous. » Leïla était debout à la porte de la chambre, ses grands yeux remplis de peur. « Monsieur guérit, maman ?» demanda-t-elle, sa petite voix tremblant. Le désespoir de la petite fille le frappa comme un coup de poing. Il se souvint de sa propre mère, morte quand il était encore enfant. La sensation d'impuissance, de voir quelqu'un qu'on aime souffrir et de ne rien pouvoir faire, était dévastatrice. « Je vais faire quelque chose, promit-il, plus à Leïla qu'à lui-même. » Mais que pouvait-il faire? Il n'avait pas d'argent, pas d'influence, plus rien. Son nom, autrefois une clé qui ouvrait toutes les portes, ne valait plus rien. Dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava considérablement. Fatima parvenait à peine à se lever du lit. La fièvre ne baissait pas et la toux était devenue si violente qu'elle crachait parfois du sang. Constant assuma comme il pouvait les tâches ménagères.
Il faisait la vaisselle, essayait de cuisiner le peu qu'il avait, s'occupait de Leïla, mais l'argent s'épuisait. Sans Fatima travaillant, il n'y avait pas de revenus. Un soir, après que Leïla se fut enfin endormie, il entendit Fatima pleurer. Doucement, il s'approcha du rideau qui séparait leur espace. « Fatima » appela-t-il doucement. « Je suis désolé » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Je suis désolé d'être un fardeau. »« Ne dis pas ça » répondit-il, sentant un nœud dans sa gorge. « Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as donné un toit, de la nourriture. Tu t'es occupé. »« De moi ? Et maintenant, je vous laisse mourir de faim » elle toussa violemment. « Leïla, ma petite, qu'est-ce qu'elle va devenir si... »« Non » interrompit Constant avec force. « Ne parle pas comme ça, tu vas aller mieux. » Mais même lui n'y croyait plus. Il pouvait voir que Fatima était en train de mourir, de dépérir un peu plus chaque jour. Et il était là, impuissant, à regarder cela se produire. C'est alors qu'il se souvint de la montre, le dernier vestige de sa vie antérieure, une Rolex en or que son père lui avait offerte pour son 30e anniversaire. Il l'avait cachée au fond de son veston déchiré, incapable de se séparer de ce dernier souvenir de ce qu'il avait été autrefois. Le lendemain matin, pendant que Leïla jouait avec les enfants du voisinage, il sortit à la recherche d'un prêteur sur gage. Il en trouva un dans le centre-ville, un établissement petit et sale. L'homme derrière le comptoir examina la montre avec des yeux avides. « C'est une originale » murmura-t-il, tournant la pièce dans ses mains. « Combien » demanda Constant, son cœur battant fort. L'homme fit un sourire tordu. « 500 €. »« 500 » s'étrangla Constant. « Ça vaut au moins 30 000. »« Oui, mais qui me garantit que ce n'est pas volé ? De plus, regarde-toi. 500 ou rien. » Constant sentit son sang bouillir. Autrefois, il aurait démoli cet endroit. Mais maintenant, il n'était qu'un misérable implorant des miettes. « D'accord, » dit-il finalement, vaincu. « 500. » Il retourna à la cité avec l'argent dans sa poche, se sentant à la fois soulagé et honteux. 500 €, c'était tout ce qui restait de son ancienne vie. Quand il arriva, il trouva Leïla assise à la porte de la baraque, pleurant silencieusement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ?» demanda-t-il, son cœur s'emballant. « Maman, ne se réveille pas !» sanglota-t-elle. « J'ai appelé, mais elle ne répond pas. » Constant courut à l'intérieur. Fatima était allongée, sa respiration si faible qu'elle était à peine perceptible. Sa peau était grise, et une fine couche de sueur couvrait son visage. « Fatima !» appela-t-il, la secouant doucement. « Fatima, réveille-toi !» Elle ouvrit les yeux avec difficulté. « Constant ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Occupe-toi. Occupe-toi de Leïla. Ne parle pas comme ça !» cria-t-il, la prenant dans ses bras. « Leïla, viens, nous allons emmener ta mère à l'hôpital. »« Non !» tenta de protester Fatima. « Il n'y a pas d'argent. »« Maintenant, il y en a, » répondit-il, montrant les billets froissés. « Allons-y !» L'hôpital le plus proche était à près d'1 heure de distance. Constant porta Fatima dans ses bras, avec Leïla courant à côté, tout le long du chemin. Ses muscles criaient de douleur, mais il ne s'arrêta pas. Quand ils arrivèrent finalement aux urgences, Fatima était inconsciente. Les infirmières l'emmenèrent rapidement, laissant Constant et Leïla dans la salle d'attente. « Ta mère va aller mieux », dit-il à la petite fille qui s'accrochait à sa jambe. « Elle va aller mieux, tu vas voir. » Mais les heures passaient, et personne ne venait donner de nouvelles. L'argent de la montre avait été utilisé pour payer l'admission à l'hôpital et quelques examens initiaux. Bientôt, il ne resterait plus rien. Leïla s'endormit sur le banc dur de la salle d'attente, utilisant les genoux de Constant comme oreiller. Il resta éveillé, observant le va-et-vient des médecins et des infirmières, priant pour la première fois depuis de nombreuses années. Finalement, au milieu de la nuit, un médecin les appela. Son visage était grave. « La situation est sérieuse, dit-il. Pneumonie aiguë, très avancée. Elle doit être hospitalisée, suivre un traitement avec des antibiotiques forts. »« Combien ?» demanda Constant, sentant le désespoir grandir. Le médecin cita un montant qui fit couler son estomac. «
C'était bien plus que les misérables euros qui restaient dans sa poche. Je n'ai pas les moyens de payer, admit-il, la voix brisée. Le médecin soupira. Écoutez, je vais être franc. Sans un traitement approprié, elle a peu de chance. Je vais faire ce que je peux avec la CMU, mais cela va prendre du temps. Et le temps, c'est quelque chose qu'elle n'a pas beaucoup. Constant regarda Leïla, dormant innocemment. Comment allait-il lui dire que sa mère pouvait mourir? Parce que lui, qui avait autrefois des millions, n'avait plus d'argent même pour acheter des médicaments. La nuit s'éternisa à l'hôpital. Constant ne dormit pas, son esprit tournant à la recherche d'une solution qu'il savait ne pas exister. De temps en temps, une infirmière venait vérifier les signes vitaux de Fatima, de plus en plus faibles. Leïla se réveilla avec le premier rayon de soleil, demandant après sa mère. Il n'eut pas le courage de lui dire toute la vérité. « Elle se repose », dit-il, essayant de sourire. « Elle va bientôt aller mieux. » Mais à mesure que les heures passaient, il devenait clair que Fatima ne s'améliorait pas. Au contraire, son état empirait à chaque minute. Et Constante, l'homme qui autrefois déplaçait des millions avec une signature, ne pouvait plus rien faire d'autre qu'assister, impuissant, à la vie qui s'échappait de la femme qui l'avait sauvé. Le couloir de l'hôpital était silencieux cette nuit-là. Constante observait Leïla dormir sur le banc dur, recroquevillée et vulnérable, utilisant son vieux veston comme couverture. Cela faisait 3 jours qu'ils étaient là, 3 jours, d'angoisse et d'impuissance, voyant Fatima lutter pour sa vie sans rien pouvoir faire. L'argent de la montre avait été dépensé dès le premier jour, couvrant à peine l'admission à l'hôpital et quelques médicaments de base. Maintenant, il n'avait plus rien, même pas pour manger correctement. Les infirmières, compatissantes, apportaient parfois des biscuits et du café à Leïla, mais c'était trop peu. L'état de Fatima empirait d'heure en heure. La pneumonie s'était propagée aux 2 poumons, et elle avait besoin d'antibiotiques coûteux que l'hôpital public n'avait pas en stock. Le médecin avait été clair, sans un traitement approprié, elle ne résisterait pas beaucoup plus longtemps. « Monsieur !» appela Leïla, se réveillant effrayée. « Où est maman ?»« Elle est dans sa chambre, ma petite, » répondit-il, essayant de garder sa voix ferme. « Elle se repose pour aller bientôt mieux. » Leïla s'assit, frottant ses yeux gonflés d'avoir tant pleuré. « Je peux aller la voir ?»« Pas maintenant, il est tard. Demain matin, nous irons la voir, je te promets. » Mais il savait que c'était une promesse vide. L'état de Fatima était si grave que les visites étaient limitées. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle était inconsciente, des tubes et des machines partout, son visage un masque de douleur, même dans son sommeil induit. De plus, regarde-toi, 500 ou rien. Constant sentit son sang bouillir. Autrefois, il aurait démoli cet endroit, mais maintenant, il n'était qu'un misérable implorant des miettes. « D'accord, » dit-il finalement, vaincu. 500 ? Il retourna à la cité avec l'argent dans sa poche, se sentant à la fois soulagé et honteux. 500 €, c'était tout ce qui restait de son ancienne vie. Quand il arriva, il trouva Leïla assise à la porte de la baraque, pleurant silencieusement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ?» demanda-t-il, son cœur s'emballant. « Maman ne se réveille pas, sanglota-t-elle. J'ai appelé, mais elle ne répond pas. » Constant courut à l'intérieur. Fatima était allongée, sa respiration si faible qu'elle était à peine perceptible. Sa peau était grise et une fine couche de sueur couvrait son visage. « Fatima !» appela-t-il, la secouant doucement. « Fatima, réveille-toi !» Elle ouvrit les yeux avec difficulté. « Constant ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Occupe-toi de Leïla. »« Ne parle pas comme ça !» cria-t-il, la prenant dans ses bras. « Leïla, viens, nous allons emmener ta mère à l'hôpital. »« Non !» tenta de protester Fatima. « Il n'y a pas d'argent. »« Maintenant il y en a, » répondit-il, montrant les billets froissés. « Allons-y. » L'hôpital le plus proche était à près d'1 heure de distance. Constant porta Fatima dans ses bras, avec Leïla courant à côté tout le long du chemin.
Ses muscles crièrent de douleur, mais il ne s'arrêta pas. Quand ils arrivèrent, finalement aux urgences, Fatima était inconsciente. Les infirmières l'emmenèrent rapidement, laissant Constante et Leïla dans la salle d'attente. « Ta mère va aller mieux », dit-il à la petite fille, qui s'accrochait à sa jambe. « Elle va aller mieux, tu vas voir. » Mais les heures passaient, et personne ne venait donner de nouvelles. L'argent de la montre avait été utilisé pour payer l'admission à l'hôpital et quelques examens initiaux. Bientôt, il ne resterait plus rien. Leïla s'endormit sur le banc dur de la salle d'attente, utilisant les genoux de Constante comme oreiller. Il resta éveillé, observant le va-et-vient des médecins et des infirmières, priant pour la première fois depuis de nombreuses années. Finalement, au milieu de la nuit, un médecin les appela. Son visage était grave. « La situation est sérieuse, dit-il. Pneumonie aiguë, très avancée. Elle doit être hospitalisée, suivre un traitement avec des antibiotiques forts. »« Combien ?» demanda Constant, sentant le désespoir grandir. Le médecin cita un montant qui fit couler son estomac. C'était bien plus que les misérables euros qui restèrent dans sa poche. « Je n'ai pas les moyens de payer. » admit-il, la voix brisée. Le médecin soupira. « Écoutez, je vais être franc. Sans un traitement approprié, elle a peu de chance. Je vais faire ce que je peux avec la CMU, mais cela va prendre du temps. Et le temps, c'est quelque chose qu'elle n'a pas beaucoup. » Constant regarda Leïla, dormant innocemment. Comment allait-il lui dire que sa mère pouvait mourir ? Parce que lui, qui avait autrefois des millions, n'avait plus d'argent même pour acheter des médicaments. La nuit s'éternisa à l'hôpital. Constant ne dormit pas, son esprit tournant à la recherche d'une solution qu'il savait ne pas exister. De temps en temps, une infirmière venait vérifier les signes vitaux de Fatima, de plus en plus faibles. Leïla se réveilla avec le premier rayon de soleil, demandant après sa mère. Il n'eut pas le courage de lui dire toute la vérité. « Elle se repose, dit-il, essayant de sourire. Elle va bientôt aller mieux. » Mais à mesure que les heures passaient, il devenait clair que Fatima ne s'améliorait pas. Au contraire, son état empirait à chaque minute. Et Constant, l'homme qui autrefois déplaçait des millions avec une signature, ne pouvait plus rien faire d'autre qu'assister, impuissant, à la vie qui s'échappait de la femme qui l'avait sauvé. Le couloir de l'hôpital était silencieux cette nuit-là. Constant observait Leïla dormir sur le banc dur, recroquevillée et vulnérable, utilisant son vieux veston comme couverture. Cela faisait 3 jours qu'ils étaient là. 3 jours. D'angoisse et d'impuissance, voyant Fatima lutter pour sa vie sans rien pouvoir faire. L'argent de la montre avait été dépensé dès le premier jour, couvrant à peine l'admission à l'hôpital et quelques médicaments de base. Maintenant, il n'avait plus rien, même pas pour manger correctement. Les infirmières, compatissantes, apportaient parfois des biscuits et du café à Leïla, mais c'était trop peu. L'état de Fatima empirait d'heure en heure. La pneumonie s'était propagée aux 2 poumons et elle avait besoin d'antibiotiques coûteux que l'hôpital public n'avait pas en stock. Le médecin avait été clair. Sans un traitement approprié, elle ne résisterait pas beaucoup plus. Longtemps. « Monsieur » appela Leïla, se réveillant effrayée. « Où est maman ?»« Elle est dans sa chambre, ma petite, » répondit-il, essayant de garder sa voix ferme. « Elle se repose pour aller bientôt mieux. » Leïla s'assit, frottant ses yeux gonflés d'avoir tant pleuré. « Je peux aller la voir ?»« Pas maintenant. Il est tard. Demain matin, nous irons la voir, je te promets. » Mais il savait que c'était une promesse vide. L'état de Fatima était si grave que les visites étaient limitées. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle était inconsciente, des tubes et des machines partout, son visage un masque de douleur même dans son sommeil induit. Une infirmière passa près d'eux, portant un presse-papier. C'était Célia, une dame aux cheveux gris, qui avait toujours un sourire gentil pour Leïla. « Comment va-t-elle » demanda Constant à voix basse, pour que Leïla n'entende pas. Le sourire de Célia disparut. « Je ne vais pas vous mentir, monsieur. Elle est très faible. Si elle ne commence pas le traitement antibiotique rapidement, » Elle ne termina pas sa phrase, mais elle n'avait pas besoin. Constant comprit le message. « Combien coûtent ces médicaments ?»« Ils sont chers, très chers. »
Nous essayons de les obtenir via le système public, mais cela peut prendre des semaines. Et elle n'a pas ce temps. Constant sentit le désespoir grandir dans sa poitrine. Semaines. Fatima n'avait pas des semaines, peut-être même pas des jours. Monsieur, Leïla tira sa manche. J'ai faim. Il fouilla dans sa poche, sachant qu'il ne trouverait rien. Le dernier argent avait été dépensé la veille au soir. Célia remarqua son embarras. Venez avec moi à la cafétéria. Il doit rester quelque chose du dîner du personnel. Dans la petite cafétéria de l'hôpital, pendant que Leïla mangeait une assiette de soupe froide, Constant pensait frénétiquement à des alternatives. Pourrait-il essayer de vendre autre chose? Mais quoi, s'il n'avait plus rien? Emprunter. Mais qui prêterait de l'argent à un homme qui n'avait même pas de papier? C'est alors qu'il se souvint. Il y avait une personne, quelqu'un de son passé qui pourrait peut-être aider. François, son ancien meilleur ami, celui qui lui avait tourné le dos quand tout s'était effondré. « Célia » appela-t-il. « Puis-je utiliser le téléphone de l'hôpital? C'est une urgence. » L'infirmière hésita, mais finit par accepter. 5 minutes, pas plus. Les mains tremblantes, Constant composa le numéro qu'il connaissait encore par cœur. 1, 2, 3 appels. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, il entendit la voix familière à l'autre bout du fil. « Allô? François? C'est Constant. » Silence à l'autre bout. Pendant un moment, il crut que François avait raccroché. « Que veux-tu » vint finalement la réponse, froide et distante. « J'ai besoin d'aide. C'est une urgence. Une femme va mourir si... » « Non, » l'interrompit François. « Je ne peux pas m'impliquer. Je t'ai déjà dit ça. »« S'il te plaît, » implora Constant, avalant sa fierté. « Ce n'est pas pour moi. C'est pour une mère célibataire. Elle a une petite fille... »« Tiens, tiens » rit François sans humour. Le grand Constant de Nogaret, préoccupé par les pauvres, combien de temps dans le caniveau t'as changé, hein? Les mots le frappèrent comme une gifle, mais il persista. « François, je t'en supplie, n'importe quelle somme. »« Salut, Constant, ne m'appelle plus. » Le téléphone resta muet. Constant garda le combiné pendant un long moment, sentant le poids du rejet, de l'humiliation, de l'échec. Quand il retourna à la cafétéria, il trouva Leïla endormie sur la table, son assiette de soupe à moitié vide. Célia la couvrait avec une vieille blouse de l'hôpital. « Vous n'avez pas pu obtenir d'aide » demanda-t-elle, voyant son visage. Il se contenta de secouer la tête, incapable de parler. La nuit s'éternisa. Leïla continua de dormir. Et Constante resta assis, à ses côtés, observant le mouvement de l'hôpital. Il vit des gens arriver avec des urgences, des familles pleurer, des médecins courir. Il vit la vie et la mort danser leur éternel ballet dans les couloirs blancs et aseptisés. Soudain, une agitation plus importante. Des médecins et des infirmières courant vers la chambre de Fatima. Son cœur s'emballa. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à une infirmière qui passait en courant. « Arrêt cardiaque » répondit-elle sans s'arrêter. Le monde sembla tourner. Arrêt cardiaque. Fatima était en train de mourir, là, à cet instant, et il ne pouvait rien faire. Il regarda Leïla, toujours endormie, innocente et inconsciente, du drame qui se déroulait. Comment allait-il lui dire que sa mère était partie? Comment allait-il lui expliquer qu'il n'avait pas pu la sauver parce qu'il n'avait pas d'argent? C'est alors que quelque chose en lui craqua. Non, il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire, alors qu'une autre enfant perdait sa mère, pas quand il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Il se leva décidé. Il savait que ce qu'il était sur le point de faire était mal, peut-être même criminel, mais il ne voyait pas d'autre issue. « Célia » appela-t-il l'infirmière qui passait. « Pouvez-vous garder Leïla un instant? J'ai besoin de régler quelque chose. » L'infirmière accepta, inquiète de son expression déterminée. Constant quitta l'hôpital dans la nuit froide. Il connaissait bien cette région. C'était un quartier chic de la ville, rempli d'hôtels particuliers et de voitures de luxe. Le genre d'endroit où il avait lui-même vécu autrefois. Il commença à marcher, ses yeux balayant les rues désertes. Il avait besoin de trouver quelqu'un avec de l'argent, quelqu'un qui pourrait être persuadé d'aider.
Il ne tarda pas à voir une voiture de luxe se garer devant un restaurant chic. Un homme en costume en descendit, remettant les clés au voiturier. Constant sentit son cœur s'accélérer. C'était ça, il allait agresser cet homme. Utiliser la même violence que le système avait toujours utilisée contre les pauvres. C'était mal, c'était dangereux, mais quel choix avait-il? Il s'approcha sournoisement, sentant son corps trembler. L'homme était distrait, tripotant. Son téléphone, ce serait facile. Une poussée, une menace, prendre le portefeuille. Il était à quelques pas quand l'homme se retourna. La lumière du lampadaire illumina son visage, et Constant se figea. C'était son père. Non, ce n'était pas possible. Son père était mort. C'était juste quelqu'un qui lui ressemblait. Mais le choc fut suffisant pour le faire s'arrêter. Qu'était-il en train de faire? Allait-il devenir un criminel? Allait-il utiliser la même violence qu'il avait toujours méprisée? Qu'est-ce que Fatima penserait de ça? Qu'est-ce que Leïla penserait quand elle le découvrirait? Il chancela en arrière, se sentant étourdi. L'homme ne remarqua même pas sa présence, entrant dans le restaurant sans se retourner. Constant s'appuya contre un mur, ses jambes flageolantes. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, des larmes de honte, de désespoir, d'impuissance. Il retourna à l'hôpital vaincu, plus brisé que jamais. Quand il arriva dans le couloir, il trouva les médecins travaillant toujours dans la chambre de Fatima. Leïla s'était réveillée et pleurait dans les bras de Célia. « Où est maman ?» demanda-t-elle dès qu'elle le vit. « Pourquoi y a-t-il autant de médecins là-bas ?» Constant la prit dans ses bras, sentant son petit corps trembler. « Ils s'occupent d'elle, ma petite, » dit-il, sa voix étranglée. « Ils font de leur mieux. » Mais il savait que ce n'était pas suffisant. Sans les médicaments appropriés, Fatima ne survivrait pas. Et lui, qui avait autrefois tant, ne pouvait rien faire d'autre que serrer un enfant effrayé et attendre le pire. L'aube trouva Constant assis par terre dans le couloir de l'hôpital, avec Leïla endormie dans ses bras. Ses yeux brûlaient de fatigue et d'inquiétude. La nuit avait été un cauchemar interminable. Les médecins avaient réussi à stabiliser Fatima, mais son état restait critique. Célia apparut, apportant 2 petits pains et un gobelet de café clair. « Mangez un peu » dit-elle gentiment. « Vous n'aiderez personne si vous vous évanouissez de faim. » Il accepta le café avec des mains tremblantes, mais il ne parvint pas à manger. Son estomac était noué, se retournant de culpabilité et de honte. La tentative d'agression ratée de la veille pesait encore sur sa conscience comme du plomb. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, craignant la réponse. Le visage de Célia devint grave. L'infection se propage. Le médecin a dit que si elle ne commence pas le traitement antibiotique spécifique dans les prochaines 24 heures. Elle ne termina pas sa phrase, mais elle n'avait pas besoin. Constant comprit ce que cela signifiait. Fatima était en train de mourir et il ne pouvait rien faire. Leïla remua dans ses bras, ouvrant les yeux lentement. « Monsieur, j'ai rêvé de maman, » dit-elle, sa voix encore somnolente. Elle allait bien et nous jouions dans le parc. Le nœud dans sa gorge se serra encore plus. Comment dire à un enfant de 4 ans que ses rêves ne se réaliseraient peut-être jamais? Quel beau rêve, ma petite, fut tout ce qu'il parvint à répondre. La journée s'éternisa avec une lenteur torturante. À chaque heure, l'état de Fatima empirait un peu plus. Sa respiration était de plus en plus difficile, même avec l'aide des machines. Les médecins entraient et sortaient de la chambre avec des expressions de plus en plus graves. Au milieu de l'après-midi, le docteur Martin, médecin responsable du cas, appela Constant pour une conversation. « Monsieur de Nogaret, commença-t-il, son ton professionnel dissimulant mal l'inquiétude, nous devons être réalistes. Sans un traitement approprié, Madame Fatima ne va pas résister beaucoup plus longtemps. »« Combien de temps ?» demanda Constant, sa voix rauque. « Peut-être jusqu'à demain, si nous avons de la chance. L'infection est très agressive. » Constant sentit ses jambes flancher. Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Et il n'y a vraiment aucun moyen d'obtenir les médicaments via l'hôpital ?» Le médecin soupira. « Nous essayons, mais vous savez comment est le système public. Quand les médicaments arriveront, il sera probablement trop tard.
Leïla était au bout du couloir, dessinant avec un morceau de craie qu'une infirmière lui avait donné. Constant l'observa, si petite, si innocente, sur le point de perdre la seule famille qu'elle avait. « Puis-je la voir ?» demanda-t-il au médecin. Le docteur Martin hésita. « 5 minutes, elle est très faible. » Entrer dans la chambre fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Fatima était méconnaissable, des tubes partout, son visage gris et gonflé, ses lèvres bleutées par le manque d'oxygène. Le son du respirateur et des moniteurs cardiaques remplissait l'atmosphère d'une symphonie mécanique et effrayante. « Fatima !» appela-t-il doucement, s'approchant du lit. « C'est moi, Constant. » Ses yeux s'ouvrirent légèrement, embués par la fièvre et les médicaments. Elle essaya de parler, mais le tube dans sa gorge l'en empêchait. « N'essaie pas de parler, » dit-il, tenant sa main chaude de fièvre. « Garde tes forces. » Fatima remua les lèvres, essayant de former des mots. Il se pencha plus près. « Leïla, parvint-elle à murmurer. « Elle va bien, assura-t-il rapidement. Elle est ici, à l'hôpital. Les infirmières s'occupent d'elle. » Fatima ferma les yeux, une larme solitaire coulant sur son visage. Quand il les rouvrit, il y avait une supplication silencieuse dans ses yeux. « Je te le promets, » dit Constant, comprenant ce qu'elle voulait dire. « Je vais prendre soin d'elle. Je ne laisserai rien de mal arriver à Leïla. » Une légère pression dans sa main fut la seule réponse qu'il reçut. Peu de temps après, Fatima se rendormit, son corps épuisé par la lutte contre la maladie. Quand il sortit de la chambre, il trouva Leïla attendant dans le couloir. « Je peux voir maman aussi ?»« Pas maintenant, ma petite. Elle dort. Mais je veux lui faire un bisou. Quand je suis malade, un bisou de maman me guérit toujours. » Les mots innocents furent comme un coup de couteau dans son cœur. Constant s'agenouilla devant elle, essayant de trouver les mots justes. « Leïla, ta maman est très malade. Elle a besoin de se reposer pour aller mieux. » « Mais elle va aller mieux, n'est-ce pas ?» Les yeux de la petite fille se remplirent de larmes. « Tu promets qu'elle va aller mieux ?» Constant ne parvint pas à répondre. Comment promettre quelque chose qu'il savait impossible? Le reste de la journée passa comme un flou d'angoisse et de désespoir. Constant essaya tout. Il appela des hôpitaux privés en demandant un don des médicaments, il chercha des organisations caritatives, il pensa même à tenter de contacter d'anciennes connaissances à nouveau. Rien ne fonctionna. Le soir, les signes vitaux de Fatima commencèrent à se détériorer rapidement. Les médecins couraient dans tous les sens, ajustant les machines, administrant des médicaments d'urgence, essayant de la maintenir en vie. Leïla, épuisée après une journée sans manger correctement, s'endormit sur le banc du couloir. Constant la couvrit de son veston, observant son petit visage serein, inconscient de la tragédie qui se déroulait. C'est alors qu'il entendit le son aigu et continu d'un moniteur cardiaque qui se déclenchait. Des médecins et des infirmières coururent vers la chambre de Fatima. « Arrêt cardiaque !» cria quelqu'un. « Chariot d'urgence, vite !» Constant resta paralysé, écoutant le chaos à l'intérieur de la chambre, le son des tentatives de réanimation, les voix tendues des médecins, le bip des machines. « Plus de pouls !» cria une autre voix. « Augmentez la charge !» Plus de sons, plus de cris, plus de désespoir. Et puis, heure du décès, 23h47. Le monde s'arrêta. Constant sentit ses jambes céder et il glissa le long du mur jusqu'au sol. Ce ne pouvait pas être vrai, cela ne pouvait pas arriver. Le docteur Martin sortit de la chambre, son visage marqué par la défaite. « Je suis désolé », fut tout ce qu'il dit. Leïla continuait de dormir, inconsciente du fait qu'elle venait de devenir orpheline. Son petit visage conservait cette expression, sereine, confiante, que lorsqu'elle se réveillerait, sa mère serait là. Constant se couvrit le visage de ses mains et pour la première fois depuis qu'il avait tout perdu, il pleura véritablement. Pas sur sa propre disgrâce, pas sur sa fierté blessée, mais pour une femme qui, ayant si peu, lui avait donné tant. Pour un enfant qui était maintenant seul au monde. Soudain, il sentit une main sur son épaule. C'était Célia, ses yeux également larmoyants.
Elle s'est battue jusqu'à la fin, dit doucement l'infirmière. Maintenant, vous devez être fort. Cette petite fille n'a que vous au monde. Les mots le frappèrent avec force. Oui, Leïla n'avait que lui maintenant. Et il avait promis à Fatima qu'il prendrait soin d'elle. Mais comment? Comment pourrait-il élever un enfant quand il n'avait rien à offrir? Comment pourrait-il être un père alors qu'il parvenait à peine à être une personne? Le son de Leïla remuant sur le banc le ramena à la réalité. Elle ouvrit les yeux lentement, bâillant. « Monsieur, où est maman ?» Et à ce moment, regardant ses yeux innocents et confiants, Constant sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Peu importe comment, peu importe ce qu'il faudrait faire, il trouverait un moyen. Le jour de l'enterrement de Fatima se leva nuageux, comme si le ciel lui-même pleurait son départ. Constant se tenait debout devant le cercueil simple, tenant Leïla dans ses bras. La petite fille n'avait pas vraiment compris ce qui se passait. Pour elle, sa mère était encore en train de dormir. « Monsieur » murmura-t-elle à son oreille, « pourquoi maman ne se réveille pas ?» La question traversa son cœur comme une lame. Comment expliquer la mort à un enfant de 4 ans? Comment dire que sa mère ne se réveillerait plus jamais, ne la serrerait plus jamais dans ses bras, ne raconterait plus jamais d'histoire avant de dormir? « Ta maman » commença-t-il, sa voix défaillant. « Ta maman est allée dans un endroit très spécial, ma petite. »« Quel endroit ?» demanda Leïla, ses grands yeux fixés sur le visage de sa mère. « Un bel endroit où elle ne ressent plus de douleur, où elle peut se reposer. » « Et quand est-ce qu'elle revient ?» Constant sentit les larmes couler sur son visage. « Elle ne reviendra pas, Leïla, mais elle veillera toujours sur toi, même si tu ne peux pas la voir. » L'enterrement fut rapide et simple. Quelques voisins de la cité assistèrent, apportant des fleurs des champs et des paroles de réconfort. Madame Dubois, la voisine qui donnait parfois de la nourriture à Leïla, tenait la main de la petite fille pendant que le cercueil était descendu en terre. « Et maintenant ?» demanda-t-elle à Constant, après que tout fut terminé. « Qu'est-ce qu'il va advenir de la petite ?» C'était la question qui le tourmentait depuis la mort de Fatima. Il avait promis de prendre soin de Leïla, mais comment? Il n'avait pas de maison, pas d'emploi, pas même de papier. Comment pourrait-il être responsable d'un enfant? « Je vais m'occuper d'elle », répondit-il avec plus de conviction qu'il n'en ressentait. C'était la dernière volonté de Fatima. Madame Dubois le regarda avec scepticisme. « Et vous en avez les moyens ? Écoutez, il y a un foyer pour enfants dans le centre. Peut-être que ce serait mieux. »« Non » coupa-t-il brusquement. « Je ne vais pas l'abandonner dans un foyer, je l'ai promis. » De retour à la baraque, la réalité de sa situation le frappa de plein fouet. L'endroit semblait encore plus petit et plus triste sans la présence de Fatima. Leïla s'assit sur le matelas fin, serrant contre elle le morceau de carton où elle avait dessiné sa famille. « Monsieur » appela-t-elle doucement, « j'ai faim. » Constant regarda autour de lui, désespéré. Il n'y avait pas de nourriture. Le peu qu'ils avaient s'était épuisé pendant les jours à l'hôpital. Il fouilla dans les placards vides, cherchant quelque chose qui pourrait servir de nourriture. Il trouva seulement un vieux paquet de biscuits, déjà moisis. Son estomac se contracta de honte et de frustration. « Nous allons trouver une solution », dit-il, plus pour lui-même que pour Leïla. Il sortit de la baraque, déterminé à trouver du travail, n'importe quel travail. Il passa toute la journée à marcher dans la ville, frappant aux portes. Mais qui donnerait un emploi à un homme sans papier, mal habillé, avec l'apparence d'un sans-abri? Quand il revint, il faisait déjà nuit. Leïla dormait, recroquevillée sur le matelas, serrant toujours son dessin contre elle. Il y avait des marques de larmes sur son petit visage. La vision le détruisit de l'intérieur. Il s'assit par terre à côté d'elle, observant son sommeil agité. Comment était-il arrivé à ce point? Lui, qui avait autrefois été l'un des hommes les plus puissants de la ville, ne parvenait même pas à nourrir un enfant. Dans les jours qui suivirent, la situation ne fit qu'empirer. L'argent qu'il parvenait à gagner avec de petits boulots suffisait à peine pour acheter du pain. Leïla était de plus en plus maigre, ses grands yeux semblant maintenant encore plus grands sur son petit visage émacié.
Un après-midi, alors qu'ils revenaient d'une nouvelle tentative infructueuse de trouver du travail, ils passèrent devant une boulangerie. L'odeur de pain frais fit gargouiller l'estomac de Leïla de manière audible. « Monsieur, tira-t-elle sa manche, est-ce qu'il y aurait du pain rassis pour nous ?» La question le prit au dépourvu. « Du pain rassis ?» Oui, maman demandait toujours du pain rassis dans les boulangeries. Il nous en donnait parce que c'était de toute façon pour la poubelle. Constant sentit son visage brûler de honte. C'était ça qu'il était devenu, quelqu'un qui avait besoin de demander des restes de pain rassis. Il entra dans la boulangerie avec Leïla, sa fierté luttant contre la nécessité. Le boulanger, un homme corpulent au tablier taché, les regarda avec méfiance. « S'il vous plaît », commença Constant, les mots s'étranglant presque dans sa gorge. « Auriez-vous du pain de la veille ?» L'homme souffla. « Ce n'est pas une maison de charité ici. Allez mendier ailleurs. » Leïla se recroquevilla derrière, lui effrayé par le ton agressif de l'homme. Constant sentit une vague de colère monter dans son cou, mais il l'étouffa. Il ne pouvait pas faire de scandale, pas avec Leïla là. Ils sortirent de la boulangerie la tête basse. Leïla ne dit rien, mais sa petite main serra la sienne plus fort. Ce soir-là, allongée sur le matelas fin, Leïla commença à pleurer, doucement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. « Maman me manque » sanglota-t-elle. Quand elle était là, on avait toujours de la nourriture. Elle savait où demander, où obtenir les choses. Constant la prit dans ses bras, sentant son petit corps trembler avec les sanglots. « Ça va aller mieux, Leïla. Je te promets que ça va aller mieux. » Mais comment tenir cette promesse? À chaque jour qui passait, cela devenait plus difficile. Les voisins qui aidaient auparavant par considération pour Fatima commençaient maintenant à les éviter. Constant entendait les commentaires, les chuchotements quand il passait. « Ce n'est pas normal », disait-il. « Un homme seul élevant une petite fille, il doit être un vaurien, il ne travaille même pas. Quelqu'un devrait appeler les services sociaux. » Les mots le poursuivaient, augmentant son désespoir. Il savait qu'il devait faire quelque chose, et vite, avant qu'il n'essaie de lui enlever Leïla. C'est alors qu'il rencontra Monsieur Émile, un monsieur qui tenait un petit garage de réparation automobile dans le quartier. Constant passait devant l'établissement quand il vit le vieil homme luttant pour pousser une voiture à l'intérieur du garage. Sans réfléchir à deux fois, il alla l'aider. Le travail était pénible, et ses mains n'étaient pas habituées à l'effort physique. Mais il réussit. « Merci, jeune homme, » dit Monsieur Émile, essuyant la sueur de son front. « Vous cherchez du travail par hasard ?» Le cœur de Constant s'emballa. « Oui, monsieur, n'importe quoi. Je ne peux pas payer beaucoup, et je ne connais rien à la mécanique. »« J'apprends, » répondit rapidement Constant. « Je suis doué pour apprendre de nouvelles choses. » Monsieur Émile l'étudia pendant un moment. « Vous avez des papiers ?»« Non, monsieur, » admit-il, sentant le rêve s'échapper entre ses doigts. « J'ai tout perdu. » À sa surprise, le vieil homme haussa simplement les épaules. « Nous allons trouver une solution. Vous pouvez commencer demain ?» Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Constant acheta du pain frais pour Leïla. Ce n'était pas grand-chose, son salaire serait une misère, mais c'était un début. « Regarde, ma petite !» Il montra le pain encore chaud. « Demain, je vais commencer à travailler. » Les yeux de Leïla brillèrent en voyant le pain. « Comme maman travaillait. »« Oui, comme ta maman, » répondit-il, sentant un nœud dans sa gorge. « Je vais travailler dur, et bientôt, nous aurons une vie meilleure. » Leïla prit un morceau de pain et le coupa en deux, offrant la plus grande partie à Constant. « Maman disait toujours qu'il faut partager, » expliqua-t-elle avec simplicité. Constant accepta le pain, sentant les larmes revenir à ses yeux. Là, dans cette baraque misérable, partageant un morceau de pain avec un enfant orphelin, il comprit enfin ce que Fatima avait essayé de lui enseigner. Le travail dans le garage de Monsieur Émile était brutal pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de travail manuel. Dans les premières semaines, Constant rentrait à la maison avec les mains à vif, les muscles lui faisant tellement mal qu'il parvenait à peine à bouger. Ses vêtements, déjà usés, étaient imprégnés de graisse et de sueur. Mais le pire n'était pas la douleur physique,
c'était de laisser Leïla seule pendant la journée. La petite fille restait avec Madame Dubois, la voisine qui aidait parfois avec de la nourriture. Mais Constant savait qu'il ne pouvait pas abuser de la bonté d'autrui trop longtemps. « Monsieur, » demanda Leïla un soir, pendant qu'il essayait de me faire une bouillie avec le peu de farine de maïs qu'il restait. « Quand est-ce que je retourne à l'école ?» La question le prit au dépourvu. Avec tout ce qui s'était passé, l'école avait été la dernière de ses préoccupations. Mais maintenant, regardant Leïla, il réalisa qu'elle avait besoin de plus que seulement de la nourriture dans son assiette. « Bientôt, ma petite, » promit-il, même s'il ne savait pas comment il tiendrait cette promesse. « Dès que j'aurai économisé un peu d'argent, le salaire que M. Émile payait était minime, juste assez pour ne pas mourir de faim. » Malgré cela, Constant économisait chaque centime qu'il pouvait, rêvant de donner une vie meilleure à Leïla. Un matin, pendant qu'il luttait pour changer le pneu d'une voiture, il entendit une conversation entre deux clients qui changeraient tout. « Vous avez vu? Le terrain vague là-bas a été vendu, » commenta l'un d'eux. « Oui, ce sera une résidence. De luxe, » répondit l'autre. « L'entreprise de construction recrute déjà du personnel pour le chantier. » Constant se figea. Entreprise de construction. Cela avait été son monde. Il connaissait chaque détail de l'activité, chaque astuce du marché. Cette nuit-là, il ne parvint pas à dormir. Une idée commença à se former dans son esprit, folle, risquée mais possible. Le lendemain matin, il demanda à quitter le travail plus tôt et se rendit sur le chantier de construction qui commençait à se former de l'autre côté de la rue. Le mouvement des ouvriers et des machines était intense. « Vous avez besoin d'un aide ?» demanda-t-il au premier chef d'équipe qu'il vit. L'homme le regarda de haut en bas. « Vous avez de l'expérience dans le bâtiment ?»« Non, » admit-il, « mais j'apprends vite. » À sa surprise, il fut accepté. Le salaire était encore plus bas qu'au garage, mais il y avait quelque chose de plus important. La possibilité d'apprendre, de comprendre l'activité de l'intérieur. Pendant la journée, il travaillait à porter des sacs de ciment et à aider les maçons. Le soir, après que Leïla se fut endormie, il étudiait. Il récupérait des restes de matériaux sur le chantier, des morceaux de briques, des restes de ciment, et s'entraînait. Il voulait tout comprendre, des fondations à la finition. Les mois passèrent. Son corps, autrefois habitué uniquement aux réunions dans des bureaux climatisés, se transforma. Les callosités sur ses mains ne saignaient plus, ses muscles se renforcèrent. Mais plus important encore, il apprenait. « Tu as le don pour ça », disait un maçon plus âgé qui devint une sorte de mentor. « Tu comprends les choses rapidement. » Avec le temps, Constant commença à voir des opportunités là où il ne voyait auparavant que des problèmes. Il remarqua comment beaucoup de matériel était gaspillé sur le chantier, comment de petits ajustements pourraient économiser du temps et de l'argent. Un jour, il prit son courage à deux mains et alla trouver l'ingénieur responsable. « Monsieur » commença-t-il hésitant, « puis-je faire une suggestion ?» L'ingénieur, un homme jeune et arrogant, le regarda à peine. « Qu'est-ce qu'un manœuvre peut suggérer ?» Avalant sa fierté, Constant expliqua son idée. Une façon plus efficace d'organiser le stock de matériaux, réduisant le gaspillage et le temps de transport. À sa surprise, l'ingénieur écouta, et plus encore. Il mit en œuvre la suggestion. La semaine suivante, Constant fut promu magasinier. Le salaire était encore petit, mais il pouvait maintenant rêver de quelque chose de mieux. La première chose qu'il fit avec l'augmentation fut d'inscrire Leïla à l'école. « Regarde ça !» Il montra fièrement l'uniforme neuf qu'il avait acheté. « Maintenant, tu vas pouvoir étudier correctement. » Les yeux de Leïla brillèrent en voyant les vêtements. « Comme les autres enfants ?»« Comme les autres enfants », confirma-t-il, sentant son cœur se serrer d'émotion. Mais tout n'était pas rose. Le travail dans le bâtiment était instable. Quand un chantier se terminait, il fallait en chercher un autre. Et il y avait toujours la peur que quelqu'un découvre son passé, que quelqu'un reconnaisse dans le simple manœuvre l'ancien magnate Constant de Nogaret. Un après-midi, en rentrant du travail, il trouva Leïla pleurant dans la baraque. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ?» demanda-t-il inquiet. « Les filles à l'école, sanglota-t-elle.
Elles ont dit que j'étais sale, que j'habitais dans la cité. La douleur dans la poitrine de Constant fut immédiate. Combien de fois lui-même n'avait-il pas méprisé les gens parce qu'ils habitaient dans des cités? « Viens ici » appela-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Laisse-moi te raconter une histoire. » Et il raconta. Pas tout, bien sûr. Leïla était trop petite pour comprendre les histoires d'entreprises en faillite et de fortunes perdues. Mais il raconta l'histoire d'un homme qui avait tout et pensait que cela le rendait meilleur que les autres. Un homme qui avait eu besoin de tout, perdre pour trouver ce qui comptait vraiment. « Tu sais ce que ta maman m'a appris ?» continua-t-il, essuyant ses larmes, « que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir des choses. C'est d'avoir de l'amour, c'est d'avoir de la bonté dans son cœur. » Leïla le regarda avec ses grands yeux. « Comme quand on partage le pain avec Madame Dubois. C'est ça, sourit-il, comme quand on partage le pain. » Ce soir-là, pendant qu'il regardait Leïla dormir, Constant fit des plans. Pas des plans grandioses comme ceux d'autrefois, quand il rêvait de gratte-ciel et de fortune. Des plans simples. Économiser suffisamment d'argent pour louer un endroit meilleur, garantir que Leïla puisse étudier, peut-être même suivre une formation professionnelle lui-même. Son monde était désormais petit. Une baraque dans une cité, un enfant orphelin, un travail dans le bâtiment. Mais pour la première fois depuis qu'il avait tout perdu, il sentait qu'il était en train de construire quelque chose de réel. Il fut tiré de ses pensées par Leïla qui remua dans son sommeil. « Maman, murmura-t-elle, toujours endormie. Maman, tu vas être fière. Le monsieur prend bien soin de moi. » Constant sentit les larmes couler sur son visage. Oui, Fatima serait fière. Pas parce qu'il avait du succès, ils étaient encore pauvres, ils luttaient encore pour survivre, mais parce qu'il avait enfin compris ce qu'elle avait essayé de lui enseigner depuis le début, que la véritable richesse se trouve dans les petites choses, dans les gestes de bonté, dans l'amour que nous partageons. « Merci, Fatima, » murmura-t-il, dans l'obscurité. « Merci de m'avoir appris à être une personne. Le lendemain serait difficile, plus de travail pénible, plus de lutte, plus de défis. Mais maintenant, il avait un but. Il n'était plus l'homme qui avait tenté de se tuer sur cette falaise. Il était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui apprenait, jour après jour, la véritable valeur des choses. Le temps passa, et avec lui vinrent des changements. Constant continua à travailler dans le bâtiment, absorbant chaque détail, chaque connaissance qu'il pouvait. De manœuvre, il passa magasinier puis chef de chantier. Son corps, autrefois habitué uniquement au confort, portait maintenant les marques du travail pénible, des callosités sur les mains, des cicatrices sur les bras, la peau brûlée par le soleil. Leïla grandissait, ses grands yeux toujours remplis de curiosité et d'espoir. À l'école, elle était l'une des meilleures élèves, comme maman, disait-elle fièrement, même si elle se souvenait à peine du visage de Fatima. Un après-midi, particulièrement chaud, pendant qu'il supervisait le travail sur le chantier, Constant entendit une conversation qui attira son attention. « Le problème, ce sont les fondations », expliquait un ingénieur à un client insatisfait. « Le terrain est irrégulier, il faudra un renforcement structurel. »« Et combien cela va-t-il coûter ?» demanda le client, visiblement irrité. « Oh, moins 300 000 € de plus. » Constant ne put éviter un sourire amer. Dans sa vie antérieure, il aurait simplement signé le chèque sans réfléchir à deux fois. Maintenant, il connaissait la valeur réelle de l'argent. Combien de jours de travail, combien de mains calleuses, combien de sueurs étaient nécessaires pour construire quelque chose. « Excusez-moi », s'approcha-t-il, incapable de se retenir. « Puis-je suggérer une alternative ?» L'ingénieur le regarda avec dédain, mais le client, désespéré de trouver une solution moins chère, fit signe qu'il pouvait continuer. « Si on utilise des pieux de soutènement ici et là, » expliqua Constant, dessinant sur le sol avec un morceau de bois, « et qu'on renforce avec des poutres de soutien à ces endroits, on peut résoudre le problème en dépensant moins de la moitié. » L'ingénieur fronça les sourcils. « Et vous, vous y connaissez comment ?»« J'ai appris sur le terrain, » répondit-il simplement. Il ne mentionna pas son passé, les années passées à étudier des projets dans des bureaux luxueux, les réunions avec des architectes célèbres. À sa surprise,
Le client apprécia l'idée. « Faites comme il a dit, ordonna-t-il à l'ingénieur. Et vous, se tourna-t-il vers Constant, combien voulez-vous pour superviser les travaux? La proposition prit Constant par surprise. C'était une occasion de gagner de l'argent supplémentaire, peut-être même de créer sa propre entreprise. Mais cela signifiait également moins de temps avec Leïla. « Je dois réfléchir, » répondit-il prudemment. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva Leïla faisant ses devoirs de mathématiques à la lumière d'une bougie. L'électricité avait été coupée à nouveau faute de paiement. « Monsieur » l'appela-t-elle dès qu'il entra, « tu sais que la maîtresse a dit que je pouvais avoir une bourse d'études. Mais il faut acheter du nouveau matériel, un uniforme. » Le cœur de Constant se serra. Leïla était brillante. Elle méritait toutes les opportunités du monde. Mais comment lui offrir ça en vivant avec le SMIC? « On va trouver une solution. Ma puce, promit-il, même sans savoir comment. » Le lendemain matin, il contacta le client et accepta la proposition. Il commencerait comme consultant informel, utilisant son temps libre pour superviser le chantier. Le travail était épuisant. Il passait la journée sur le chantier régulier et les soirées sur le chantier supplémentaire. Il rentrait tard, trouvant souvent Leïla déjà endormie, les cahiers éparpillés sur la table improvisée. Mais l'effort commença à porter ses fruits. L'argent supplémentaire permit d'acheter du nouveau matériel scolaire pour Leïla, de payer les factures en retard. Peu à peu, d'autres clients commencèrent à apparaître, recommandés par le premier. « T'as le don pour ça », disait le vieux maçon qui lui avait enseigné au début. « Tu sais voir où est le problème et comment le résoudre. » C'était vrai. Des années d'expérience dans l'immobilier, combinées aux connaissances pratiques acquises dans le travail acharné, donnaient à Constant une perspective unique. Il comprenait aussi bien la partie technique que la réalité du chantier. Avec le temps, il réussit à mettre de l'argent de côté. Ce n'était pas grand-chose, mais suffisant pour louer un petit appartement en dehors de la cité, un endroit simple, mais propre et sûr. Le déménagement fut un moment doux, amer. Leïla rayonnait avec sa nouvelle chambre, même si ce n'était qu'un petit réduit avec un lit simple. Mais Constant ne pouvait s'empêcher de penser à Fatima, à quel point elle aurait été heureuse de voir sa fille dans un endroit meilleur. « Monsieur » appela Leïla en rangeant leurs quelques affaires, « on peut emmener le carton avec le dessin de maman ?» Le morceau de carton, déjà usé et froissé, montrait encore le dessin de la famille que Leïla avait fait il y a si longtemps. Constant le rangea avec soin dans un tiroir neuf. C'était son trésor le plus précieux. Le travail comme consultant informel se développa. Constant commença à faire de petits projets à son compte, toujours avec beaucoup de prudence, pour ne pas attirer trop d'attention. La peur d'être reconnu, que son passé refasse surface, le hantait encore. Un soir, rentrant tard d'un chantier, il trouva Leïla éveillée, l'attendant. « Tu devrais dormir » demanda-t-il, essayant de cacher sa fatigue. « Je t'attendais » répondit-elle, ses yeux, si semblables à ceux de sa mère, fixés sur lui. « Tu travailles trop, monsieur. » L'inquiétude dans sa voix le toucha profondément. « C'est pour que tu aies une meilleure vie, ma puce. »« Mais j'ai déjà une bonne vie, » protesta-t-elle. « Je tais-toi. » Les mots simples le frappèrent de plein fouet. Il s'assit à côté d'elle, observant combien elle avait grandi. Ce n'était plus cette petite fille effrayée de la falaise. Elle devenait une jeune fille intelligente et sensible. « Tu sais, » continua-t-elle, « la maîtresse nous a demandé d'écrire une rédaction sur notre héros. J'ai écrit sur toi. »« Sur moi ?» demanda-t-il surpris. « Oui, j'ai raconté comment tu prends soin de moi depuis que maman est partie au ciel, comment tu travailles dur pour me donner des choses. » Constant sentit les larmes lui monter aux yeux. Un héros? Lui qui avait été un homme égoïste et arrogant, qui avait pensé à se suicider, à tout abandonner? « Je ne suis pas un héros, Leïla. J'essaie juste de faire ce qu'il faut. »« Pour moi, tu l'es, » insista-t-elle. « Et maman aussi penserait ça. » Cette nuit-là, Constant n'arriva pas à dormir. Il pensait à combien sa vie avait changé, à comment cet enfant l'avait sauvé non seulement de la mort, mais de lui-même.
Il se souvint de l'homme qu'il avait été, le puissant Constant de Nogaret, qui mesurait la valeur des gens à la taille de leur compte bancaire. Maintenant, ces valeurs étaient différentes. La richesse avait un autre sens. Le lendemain était samedi, et pour la première fois depuis longtemps, il décida de ne pas travailler. Il emmena Leïla au parc, le même où il avait l'habitude, d'aller avec son père quand il était enfant. Ils achetèrent du pop-corn, mangèrent des glaces, rirent ensemble. « Monsieur » demanda Leïla en se balançant, « tu es heureux ?» La question le prit par surprise. Était-il heureux? Lui, qui avait tout perdu, qui vivait une vie si différente de celle qu'il avait toujours connue. Il regarda Leïla, son sourire sincère, la joie dans ses yeux. Il pensa à Fatima, à ses leçons d'humilité et d'amour. Il pensa à tout ce qu'il avait appris, à combien il avait grandi en tant que personne. « Oui », répondit-il avec sincérité, « plus heureux que jamais. » Et c'était vrai. Il n'avait plus de manoir, de voiture de luxe ou de compte en banque millionnaire. Mais il avait quelque chose de bien plus précieux. Il avait un but, il avait de l'amour, il avait une famille. Le soleil commençait à se coucher quand ils rentrèrent à la maison. Leïla, fatiguée mais heureuse, s'endormit sur le canapé. Constant la couvrit avec soin, observant son petit visage serein. « Merci, Fatima », murmura-t-il dans le silence. « Merci de me donner cette seconde chance. » Dehors, la ville continuait son rythme frénétique. Quelque part, l'ancien monde de Constant de Nogaret existait encore, avec ses fêtes luxueuses, ses affaires à millions, ses apparences vides. Mais là, dans ce petit appartement, avec une petite fille orpheline qu'il appelait son héros, il avait trouvé sa véritable place dans le monde. Le petit bureau que Constant avait aménagé au fond de l'appartement était simple. Une table en bois bon marché, quelques plantes et un mur couvert de projets et de dessins techniques. Mais pour lui, c'était un symbole de tout ce qu'il avait conquis ces dernières années. En ce lundi matin, il était penché sur le plan d'un autre projet quand Leïla entra en courant, agitant un papier à la main. « Monsieur, monsieur, j'ai réussi le concours pour la bourse. » Constant leva les yeux de son travail, son cœur s'accélérant en voyant le bonheur sur son visage. Leïla, maintenant âgée de 12 ans, tenait le résultat de l'examen pour l'une des meilleures écoles de Paris. « Laisse-moi voir ça », demanda-t-il, prenant le papier avec des mains tremblantes. C'était vrai, Leïla avait obtenu l'une des 5 bourses complètes offertes par l'école. Le document listait ses notes impressionnantes et les éloges des professeurs, qu'il avait évalués. « Je suis tellement fier de toi, ma puce », dit-il en la serrant fort dans ses bras. « C'est grâce à toi, monsieur ?» répondit-elle, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Si ce n'était pas toi… » Constant sentit les larmes lui monter aux yeux. « Si ce n'était pas pour elle, pensa-t-il, il ne serait même pas vivant pour voir ce moment. » Mais le bonheur fut rapidement remplacé par l'inquiétude. La bourse couvrait les frais de scolarité, mais il y avait d'autres dépenses, uniformes, matériel scolaire, transport. Sa petite entreprise de conseil en bâtiment se développait, mais c'était encore juste. « On va se débrouiller », promit-il, plus pour lui-même que pour Leïla. Dans les semaines suivantes, il travailla encore plus. Il accepta tous les projets qui se présentaient, aussi petits soient-ils. Il ne dormait que quelques heures par nuit, toujours avec une calculatrice à la main, faisant et refaisant les comptes. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, il trouva Leïla assise dans le salon, regardant le vieux morceau de carton avec le dessin de sa famille. « Tu penses à ta mère ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. Leïla acquiesça. « Parfois j'essaie de me souvenir de son visage, mais c'est de plus en plus difficile. » Constant sentit un serrement au cœur. Leïla était si petite quand Fatima est morte que ses souvenirs étaient plus des sensations que des images claires. « Ta mère était la personne la plus forte que j'ai jamais connue, » dit-il en passant son bras autour de ses épaules. « Elle travaillait autant que moi, mais elle ne perdait jamais sa joie. Elle avait toujours le sourire. Elle trouvait toujours un moyen de faire en sorte que les choses fonctionnent. Comme tu le fais maintenant ?» demanda Leïla, le regardant avec ses grands yeux qui ressemblaient tant à ceux de sa mère. La question le prit par surprise. « Non, ma puce, j'apprends encore. Ta mère, elle savait déjà toutes ces choses. »
C'est elle qui m'a appris ce qui compte vraiment dans la vie. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Soudain, Leïla se leva. « Viens avec moi » appela-t-elle, le tirant par la main. Elle l'emmena dans sa chambre où elle ouvrit un tiroir et sortit une enveloppe froissée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « C'est une lettre que j'ai écrite à maman » répondit Leïla en lui tendant l'enveloppe. « La maîtresse nous a demandé d'écrire à quelqu'un d'important. Je voulais que tu la lises. » Avec des mains tremblantes, Constant ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Chère maman, je ne me souviens pas beaucoup de ton visage, mais je me souviens de ton amour. Je me souviens comment tu as toujours tout partagé, même quand tu avais peu. Je me souviens comment tu prenais soin de moi et comment tu aidais les gens. Je voulais que tu puisses voir comment je suis maintenant. Je suis à l'école. J'ai de bonnes notes, je te rends fier. Monsieur prend très bien soin de moi, comme tu le lui as demandé avant de partir au ciel. Parfois il travaille trop, il s'inquiète trop. Mais c'est parce qu'il veut me donner une bonne vie. Il m'a appris qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour être riche. Il faut avoir de l'amour dans le cœur, comme tu en avais. Tu me manques tous les jours, mais je ne suis pas seul. Monsieur est ma famille maintenant. Il m'a appris à être forte comme tu l'étais, à ne jamais abandonner, à toujours aider les autres. Merci de l'avoir envoyé dans notre vie. Même si c'était d'une manière triste, c'était le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Avec amour, ta fille Leïla. Quand il eut fini de lire, Constant ne pouvait contenir ses larmes. La lettre avait touché quelque chose de profond en lui, quelque chose auquel il essayait de ne pas trop penser. Combien il devait à Fatima, combien sa vie avait changé grâce à elle et à Leïla. « Tu crois qu'elle peut lire là-haut » demanda Leïla, sa voix petite. « J'en suis sûr, ma puce » répondit-il en la serrant dans ses bras. Cette nuit-là, après que Leïla se fut endormie, Constant resta éveillé à réfléchir. Il se souvint de l'homme qu'il avait été, arrogant, vide, mesurant tout en termes monétaires. Si il pouvait remonter le temps et se retrouver au bord de cette falaise, que se dirait-il ? Il dirait que la vraie richesse ne réside pas dans les comptes bancaires ou les voitures de luxe. Elle réside dans les sourires sincères, les mains qui aident, l'amour que nous partageons. Il dirait que parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Sa petite entreprise de conseil se développait peu à peu. Ce n'était rien comparé à l'empire qu'il avait autrefois possédé, mais c'était honnête, construit avec un travail acharné et des connaissances réelles. Chaque projet réussi, chaque problème résolu était une victoire personnelle. Les clients ont commencé à le recommander à d'autres. Son nom, non plus Constant de Nogaret, mais simplement Monsieur Constant, est devenu connu pour son intégrité et sa compétence. Les gens lui faisaient confiance, non pas à cause de son nom de famille ou de son compte bancaire, mais à cause de son travail. Il prit la photo de Fatima qu'il gardait dans son portefeuille, la seule qu'il avait d'elle, prise par une voisine de la cité. Sur celle-ci, Fatima souriait, fatiguée mais heureuse, avec Leïla petite dans ses bras. « Tu avais raison » murmura-t-il à la photo. « Sur tout. Sur la vie, sur ce qui compte vraiment. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. » Le lendemain serait important. Leïla commencerait dans sa nouvelle école. Il avait réussi à acheter l'uniforme complet, le matériel nécessaire, le tout avec beaucoup d'efforts et de planification. Ce n'était pas du luxe, mais c'était digne. Il se coucha, sur le lit simple, écoutant les bruits de la nuit par la fenêtre du petit appartement. Ce n'était pas un pantouse de luxe, mais c'était un foyer construit avec amour, avec un travail honnête, avec de vraies valeurs. Et ça, il avait enfin compris, valait plus que tous les millions qu'il avait autrefois possédés. Le soleil du matin entrait par la fenêtre du petit appartement lorsque Constante se réveilla. C'était un jour spécial. Cela faisait exactement 8 ans depuis cet après-midi à la falaise, lorsqu'une petite fille avait sauvé sa vie. Leïla était dans la cuisine, préparant le café. À 12 ans, elle avait déjà la même détermination que sa mère, la même manière affectueuse de prendre soin des autres. « J'ai fait du café pour toi, monsieur », dit-elle avec un sourire. « Aujourd'hui est un jour important, hein ?»
Constant sentit son cœur se serrer. Leïla n'avait jamais oublié la date, bien qu'il ne l'ait jamais mentionnée. D'une manière ou d'une autre, elle savait que ce jour marquait un tournant dans leur vie. « Oui, ma puce », répondit-il en s'asseyant à la table simple de la cuisine. Très important. Le café était fort et sucré comme il l'aimait. Leïla avait appris ses préférences, tout comme il avait appris les siennes au fil des ans. « J'ai une surprise pour toi », dit-elle en sortant une enveloppe de son sac d'école. C'était un certificat. Leïla avait été choisie comme oratrice de la classe lors de la remise des diplômes de l'école primaire. Ses notes étaient les meilleures de l'école, et les professeurs ne tarissaient pas d'éloges sur son dévouement. « Je suis tellement fier de toi », dit Constant, la voix étranglée. « Ta mère le serait aussi. » Leïla s'assit à côté de lui, ses yeux, si semblables à ceux de Fatima, brillant d'émotion. « Tu sais, monsieur, » commença-t-elle hésitante, « il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Ce jour-là, quand je t'ai vu à la falaise, je n'étais pas là par hasard. » Constant fronça les sourcils, confus. « Comment ça ? Maman disait toujours que les anges nous envoyaient aux bons endroits au bon moment. Ce jour-là, je jouais près de la maison, mais j'ai senti une chose étrange, comme si quelqu'un m'appelait. J'ai suivi cette sensation jusqu'à arriver à la falaise. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Serait-ce possible? Fatima, même après son départ, veillait toujours sur lui à travers sa fille. « Et il y a plus », continua Leïla, maintenant les larmes aux yeux. « Hier, j'ai rêvé de maman. Elle souriait, toute belle, et elle a dit qu'elle était fière de nous deux, qu'on a fait exactement ce qu'elle voulait, qu'on a pris soin l'un de l'autre. » Constant ne put retenir ses propres larmes. Il se leva et alla dans sa chambre, revenant avec une boîte qu'il gardait depuis des années. « J'ai aussi quelque chose à te montrer, » dit-il en ouvrant la boîte avec précaution. À l'intérieur, il y avait des documents anciens, des photos, des coupures de journaux, l'histoire de qui il avait été, Constant de Nogaret, le magnate, l'homme qui avait tout et rien à la fois. « Je ne t'ai jamais dit toute la vérité sur moi, » commença-t-il. « Avant de vous rencontrer, toi et ta mère, j'étais une autre personne. » Et il raconta tout. Sur l'empire que son père avait construit, sur comment il avait tout perdu, sur la honte et le désespoir qui l'avaient conduit à cette falaise. Il raconta comment Fatima l'avait accueilli sans poser de questions, comment elle lui avait enseigné la vraie valeur des choses. Leïla écouta tout en silence, ses grands yeux absorbant chaque mot. Quand il eut fini, elle sourit simplement. « Je le savais déjà, » dit-elle simplement. « Comment ?» demanda-t-il surpris. « Maman me l'a dit, pas tout mais assez. La dernière nuit à l'hôpital, quand tu es sorti chercher de l'eau, elle m'a appelé et elle a dit que tu étais un ange que Dieu avait envoyé pour prendre soin de moi. Que tu avais tout perdu, mais que tu avais gagné un nouveau cœur. » Constant sentit le monde tourner. Même dans ces derniers moments, Fatima pensait aux autres, se souciait de tout expliquer à sa fille. « Mais tu sais ce qui est le plus incroyable ?» continua Leïla. « Maman a aussi dit que tu avais plus besoin de nous que nous de toi, que parfois, Dieu utilise les petits pour sauver les grands. » Les mots le frappèrent avec force. C'était vrai. Lui qui avait été l'un des hommes les plus puissants de Paris avait été sauvé par une femme qui faisait le ménage dans les restaurants et une petite fille qui n'avait rien d'autre que de l'amour dans son cœur. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était un client important qui voulait engager ses services pour un projet plus important que d'habitude. La petite entreprise de conseil se développait, lentement, mais sûrement. « Je dois aller travailler », dit-il à Leïla en rangeant la boîte avec son passé. « Aujourd'hui est une journée chargée. »« Attends », demanda-t-elle en courant dans sa chambre. Elle revint avec le vieux morceau de carton où elle avait dessiné sa famille des années auparavant. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle retourna le carton. Au verso, il y avait un nouveau dessin, 3 figures en bâton sous un soleil jaune. Une était Fatima, l'autre était elle-même, et la troisième, « C'est toi », expliqua-t-elle en pointant la figure la plus grande. « Maintenant, le dessin est complet, nous sommes une vraie famille. » Constant sentit quelque chose se briser en lui, pas de tristesse, mais de joie,
une joie si grande qu'elle pouvait à peine tenir dans sa poitrine. « Oui, ma puce, réussit-il, à dire entre les larmes. Nous sommes une famille. » Il partit travailler le cœur léger. Son bureau n'était plus au fond de l'appartement. Il avait réussi à louer un petit local commercial dans le centre-ville. Ce n'était pas luxueux, mais c'était le sien, conquis grâce à un travail honnête. Pendant la journée, entre les réunions et les visites de chantier, ses pensées revenaient constamment à Leïla, à Fatima, à tout ce qu'il avait vécu ces 8 dernières années. Il se souvint de l'homme qu'il avait été, riche en argent et pauvre en esprit. Maintenant, c'était l'inverse. Son compte bancaire était modeste, mais son cœur était plein. Le soir, il rentra à la maison avec une surprise. Il était passé dans une librairie et avait acheté un nouvel album photo. « Pourquoi ça, monsieur ?» demanda Leïla curieuse. « Pour qu'on garde nos souvenirs, » expliqua-t-il, « les anciens et les nouveaux. » Ensemble, ils commencèrent à organiser les photos, les rares qu'ils avaient de Fatima, certaines d'eux dans la cité, d'autres plus récentes. Sur chaque image, une histoire de dépassement de soi, d'amour, de croissance. « Tu sais, ma puce, » dit-il en collant la dernière photo, « ta mère avait raison. J'avais plus besoin de vous que vous de moi. Vous m'avez appris ce que c'est d'être vraiment riche. » Leïla le serra fort dans ses bras. « Et toi, tu nous as appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, monsieur. Qu'on peut toujours être meilleur. » Cette nuit-là, après que Leïla se fut endormie, Constant resta sur le balcon du petit appartement, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, son ancien monde continuait d'exister, avec ses fêtes luxueuses, ses voitures importées, ses apparences vides. Mais son monde à lui était désormais différent. Il était fait d'amour véritable, de travail honnête, de valeurs réelles. C'était un monde où la richesse se mesurait non pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est. « Merci, Fatima, » murmura-t-il à la nuit. « Merci de m'avoir appris à être vraiment riche. » Le vent doux de la nuit sembla apporter un écho de réponse, ou peut-être était-ce juste son imagination. Mais Constant pouvait jurer qu'il sentait sa présence, souriant, fier de l'homme qu'il était devenu. Il n'était plus Constant de Nogaret, le magnate. Il était juste Monsieur, l'homme qu'une petite fille avait sauvé à la falaise, l'homme qui avait appris que les plus grandes richesses de la vie ne peuvent pas s'acheter. Et ainsi, sous le ciel étoilé de cette nuit, Constant comprit finalement qu'il avait trouvé son véritable trésor, non pas dans des comptes bancaires ou des entreprises millionnaires, mais dans l'amour d'une famille que le destin, ou peut-être un ange nommé Fatima, lui avait donné.